Ah, Mais que se passe-t-il? c'était assez marrant comme concept. Mais en fait, j'aimais vraiment que ça soit très décomplexé, relax, on jase. Découvre la Malaisie, en fait, tous les personnages, ils évoluent dans un décor qu'on connaît très peu. Pas très subjectif sur cette année-là, c'est mon pote Florent Bernard qui l'a réalisé. Le cinéma lui-même, il est vraiment génial, je l'aime trop. Non, moi je voulais remettre en fait les deux films en fait de Villeneuve en perspective. C'est plaisant de voir la réaction des gens. Je pense qu'on n'a jamais fait encore une interview en live avec les gens aussi présents en train de nous écouter. Je trouve que les interventions étaient hyper pertinentes et j'ai découvert plein de films que j'ai trop envie d'aller voir maintenant. C'est vrai que c'est ce qu'on avait trouvé dans le festival des Utopiales et qu'on peut retrouver là, avec un côté, on est là pour se marrer aussi. Quoi. Eh bien, bonjour à tous. On repart sur une nouvelle table ronde, toujours au bar du Concorde, sur un tout autre sujet parce que juste avant, on était avec les Pipelettes du Concorde, qui est un groupe de critiques de films. Et là, sur cette table ronde-là, on est avec les filmeurs du Concorde et on va plus parler du cinéma, mais du côté de la pratique. Voilà. C'est ça. Si tu veux développer, Eva, un petit peu sur les filmeurs, les présenter, etc. Ouais, pas de souci. Moi, je m'immisce dans cette table ronde. Je n'étais pas là à la table ronde précédente, mais vu que je travaille un petit peu, déjà, je suis stagiaire au Concorde et je travaille un petit peu avec pour le dispositif des filmeurs du Concorde. Donc, je vais vous le présenter rapidement. Alors, les filmeurs du Concorde, du coup, comme l'a dit Maureen, c'est un dispositif pour les jeunes, entre 15 et 25 ans, qui s'essayent aux pratiques cinématographiques, voilà, donc pré-production, production, post-production. Et je voulais aussi juste rajouter qu'en fait, les filmeurs du Concorde, c'est en collaboration avec une association nantaise qui s'appelle Produits à Nantes. Voilà, une association qui fait des films collaboratifs depuis 2016 et qui est représentée par Joël Hatton Brown. Et Joël Hatton Brown, ça fait chic. Voilà, Joël qui dirige ces jeunes voilà, avec beaucoup de passion pour leur apprendre du coup les techniques de tournage, à la cam, que ce soit à la cam, au son, au montage, etc. Et donc voilà, donc les filmeurs du Concorde. Donc en fait, on a deux filmeurs avec nous aujourd'hui. On a Mélina et Malo, qui sont les filmeurs de la nouvelle saison du Concorde, qui du coup vont essayer qui vont pas essayer, qui vont faire un épisode, donc le 3e épisode de la ciné web série du coup des filmeurs du Concorde. Donc pour un petit peu contextualiser le tout. En gros, les filmeurs du Concorde, leur objectif, c'est de créer une ciné-web-série sur les coulisses d'un cinéma indépendant comme le Concorde. Et donc là, on est rendu à l'épisode 3 cette année. Et donc, ils font un petit épisode sur Screen Spirit. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant qu'ils soient là aussi aujourd'hui. On est dans le thème. C'est ça. Et on a aussi Mélio, qui n'est pas un filmeur du Concorde. Un peu quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on va laisser en fait vous présenter, tout simplement. Donc, vas-y Mélio, et après, on pourra passer à vous, les filmeurs. Donc moi, du coup, j'ai rejoint l'équipe des filmeurs l'an dernier. À la base, du coup, c'était en tant que filmeur pour un examen pour mon école. Et là, depuis, du coup, j'ai fini les études. Je travaille, du coup. Ne sois pas timide. On y est, pas de danger. Et donc là, je disais, depuis cette année, je travaille du coup en audiovisuel, alors principalement en électricien du cinéma. Et donc voilà, donc j'interviens aussi auprès des filmeurs de temps en temps pour leur tournage, justement, pour les accompagner. Donc, voilà. C'est ça. Je vous laisse vous présenter maintenant. Vas-y, j'ai dans qui déjà, est-ce qu'on m'entend là? Ouais. Ok, parfait. Du coup, moi, j'ai rejoint les filmeurs donc cette année. Donc là, depuis janvier. Et personnellement, moi, je suis pas du tout dans ce qui est cinéma, etc. dans mes études. Donc, je suis en première année de BTS communication. Mais je trouvais ça hyper intéressant d'en apprendre plus sur comment on réalisait. Et finalement, la communication, elle a besoin d'autres outils techniques. Donc, moi, j'ai rejoint parce que j'aimais le cinéma et aussi parce que je voulais apprendre de nouvelles compétences. Voilà. Moi, je m'appelle Malo, j'ai 15 ans, je suis en 3e. Et donc, j'ai rejoint aussi les filmeurs cette année parce que j'étais intéressé par
par l'audiovisuel. Mm. J'aime beaucoup le cinéma depuis longtemps. Et j'avais aussi envie d'apprendre des compétences techniques Ok. sur le cinéma. Voilà. Bah, très bien. Super. Ok. Super ambition. Bah alors peut-être on commence par une question facile. Oui. Facile ou pas, hein, ça dépendra de vous. Qu'est-ce qui vous attire? Parce que voilà, les pipelettes elles aiment le cinéma, etc. Vous aussi, j'imagine. Mais les pipelettes, quand on a démarré ces deux groupes-là au tout début, on voulait en fait que les pipelettes et les filmeurs soient un seul et même groupe. Et on s'est très vite rendu compte qu'au final, bah, parmi les gens, il y a des gens qui sont pas forcément intéressés par l'aspect pratique du cinéma. Et du coup, la question que j'avais peut-être s'adresse à vous, les filmeurs. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans le cinéma en pratique, dans le fait d'apprendre les compétences techniques, etc. Pourquoi la pratique, en fait? Vous pourriez être juste des cinéphiles, entre guillemets, même si c'est déjà pas mal. Mais pourquoi ça vous intéresse? Je vais répondre du coup. Alors, en fait, pour moi, analyser le cinéma et en faire, c'est complètement différent. Déjà parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, parce qu'il n'y a pas la même technique, et parce que moi, j'aime beaucoup analyser des films. D'ailleurs, je pense rejoindre les pipelettes l'année prochaine, parce que je trouve ça hyper intéressant de comprendre ce que la personne a voulu dire, et aussi pourquoi on ressent ces émotions-là, et comment le cinéma a fait, la caméra, pourquoi elle est placée comme ça, pour qu'on ressente ci, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Mais à la technique, on ressent pas la même chose. C'est là, on est sur... on va créer quelque chose, donc c'est à nous aussi de voir ce qu'on veut dire et comment on va l'exprimer. Et en plus, des fois, quand on voit quelque chose à l'écran, on se dit « Oh, mais c'est facile, je pourrais faire ça facilement chez moi. » Quand tu te retrouves derrière une caméra qui ne fonctionne pas comme tu as envie, parce que les réglages, c'est pas exactement ça, ou parce que la lumière, elle est pas comme tu veux exactement, mais en fait, tu comprends tout ce qui est plus compliqué. Et aussi, tu ressens pas la même chose. Et quand tu regardes, en fait, ça t'apporte complètement autre chose que regarder des films. Mais je trouve que les deux restent hyper complémentaires. Je pense que quand tu fais un film... ça t'aide aussi à comprendre comment les gens font les films. Et quand tu regardes comment les gens font les films, ça t'aide à comprendre comment faire des films, finalement. Oui, moi aussi. Moi, en fait, j'ai vu beaucoup de films dans ma vie, voilà. Et donc, j'avais aussi envie de savoir un peu comment ça se faisait. Et puis, oui, voilà, elle a fait un discours assez complet, donc je sais pas trop quoi rajouter. Les secrets derrière la production d'un film, c'est intéressant. Ok. Non. Et toi, Méliou, qu'est-ce qui t'a amené vers le cinéma? Toi, c'est une vocation professionnelle même, donc. Ouais. Mais je pense que moi, du coup, c'est un peu l'opposé. Enfin, c'est d'abord l'aspect technique qui m'intéressait. Et qui, du coup, après, c'est un aspect technique qui sert quand même, enfin, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est complémentaire, qui sert quand même un aspect artistique. Mais ouais, moi, c'était vraiment la partie vraiment hyper technique, hyper un peu plus scientifique, etc., qui me donnait envie. Après, c'est vrai que du coup, maintenant aussi, je vois pas les films de la même manière, parce que je vais plus analyser la lumière, etc., et tout, quand je vois un film. Donc voilà, c'est... Oui, ça vous donne des skills en plus qu'un peu. Le fait de savoir. Ouais, c'est différent. Ouais, par exemple, s'il y a des erreurs, etc., de lumière et tout, on va plus être attentif à ça. Les faux raccords lumière, on les voit un peu plus. Après, ça dépend. Si le film est bien, après, on est, on est pris dedans, quoi. C'est marrant parce que c'est une conversation qu'on a eue avec Corentin qui travaille au cinéma aussi, et où on discute. Je m'écarte un petit peu, mais voilà. Vous allez voir, on va y venir. Mais on discutait un petit peu de ce qui fait la fabrication du cinéma. Et moi, dans mon métier d'animatrice jeune public, on explique un petit peu aux jeunes, aux enfants, etc., qu'est-ce qui se passe derrière la caméra, surtout pour les films d'animation, où là, il y a vraiment quelque chose, un rapport à la matière qui est très particulier. Et je sais qu'avec Corentin, on a eu cette discussion plusieurs fois de se dire, mais est-ce que le fait de connaître ce qui se passe en coulisses, la manière dont c'est produit, ça enlève pas un peu de magie? Je sais pas, c'est possible. Après, ça... Enfin, je sais pas, voir les films différemment, c'est pas forcément quelque chose de négatif aussi. Donc ça peut être... je sais pas, ça peut être aussi... Ouais, c'est compliqué comme question, je pense. Ouais. La question existentielle. Il y a vraiment des arguments dans les deux sens, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop... Ouais, ok. Je sais pas, moi, en tout cas... Enfin, je pense pas, honnêtement. Ça peut rajouter quelque chose aussi. Ok. Et pour vous? Est-ce que ça enlève un peu de magie de savoir comment est-ce que ça a pu être fabriqué?
Et par exemple, tu vois un plan et tu dis, bah là, la caméra, elle est là. Enfin, Tu vois tous les défauts. Bah, je pense que en fait c'est intéressant, oui, des deux points de vue parce que quand par exemple, imaginons un film avec des effets spéciaux, voir les effets spéciaux, voir comment ça a été fait, ça peut donner aussi l'impression que c'est moins bien fait et puis mettre en avant les défauts. Donc, mais aussi les défauts, ils peuvent mettre en valeur la, le raté. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, au moins tu vois vraiment la fabrication d'un film. Tu vois que le cinéma, c'est un art, un artisanat, parce que tu fabriques quelque chose. Et en fait, c'est ce qui est touchant aussi quand tu regardes un film et quand tu vois les défauts d'un film, c'est que tu te rends compte que c'est des humains qui créent des films, quoi. Mais on s'écarte un petit peu du sujet, je pense. Pas tant que mais, ça, ouais, mais- mais ça se rejoint, tout se rejoint. Et moi, je me demandais quelque chose. Donc vous êtes filmeur un peu plus pro. Dans quel contexte vous avez appris le plus de choses, les choses les plus pertinentes et qui vous servent vraiment aujourd'hui à fabriquer en fait, fabriquer des films, participer à la fabrication des films, etc. Est-ce que c'était sur Internet, sur des tournages, pour toi, Mélio, au BTS, vu que tu as fait un BTS audiovisuel en cours, etc. Voilà. Qui veut se lancer? Alors moi, c'est un peu compliqué. Je sais pas exactement comment répondre à cette question. Je pense que il n'y a pas de moment où j'ai appris plus qu'autre chose. Je pense que t'as pas les mêmes expériences. Moi, j'aime beaucoup regarder des vidéos où les gens expliquent comment ça a été fait. Genre en disant ah oui, là on peut voir qu'ils ont fait ça et ils ont utilisé cette façon-là de le faire. Mais t'en apprends autant quand tu tournes parce que du coup, mais t'apprends différemment. Tu vois pas les choses de la même façon, je pense. Quand tu vois des gens qui expliquent vraiment en détail comment ça a été fait et dans quel but, et quand toi tu pratiques, des fois tu te dis mais en fait est-ce que ça a été vraiment fait exprès? Et en fait, dans tous les cas, t'apprends des choses qui vont faire que t'as pas le même œil. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de meilleure façon de faire. Enfin, je pense, je sais pas comment t'apprends le plus. Je pense que c'est vraiment en essayant de diversifier tout et toutes tes façons d'apprendre que t'apprends le mieux en fait. Ok. Tout s'imbrique en fait. Ouais, je pense qu'il y a eu une grande partie quand même théorique, on va dire, d'Internet. Enfin, globalement, il y a tellement de tutos, de making-of, de trucs, de données en fait sur comment faire un film sur Internet, c'est impressionnant. Donc ça, j'ai une grande partie technique que j'ai pu vraiment, après toute cette partie théorique, l'appliquer quand je suis arrivé en école. Et du coup, on faisait des tournages toutes les semaines. Et donc là, ça m'a aussi énormément appris. Le fait d'être un peu dans une ambiance où il y a toujours de la création toutes les semaines, on fait un projet, on essaie de sortir quelque chose. Et puis aussi, même le côté humain aussi sur un tournage, que ça, à part à moins de pratiquer, il n'y a pas trop de façon de le découvrir, quoi. Donc, donc ouais, il y a eu pas mal d'éléments différents. Enfin, je me permets de rajouter, je suis complètement d'accord. Genre, en ce moment, enfin, même sur YouTube ou même sur TikTok, il y en a plein qui font des tout petites séries et juste qui t'expliquent comment, avec leur téléphone et la lumière, ils ont fait. Et je pense que oui, sur ce côté-là, d'avoir maintenant plein de making-of, mais des fois de trucs tout simples, en fait, ça donne aussi envie parce que, enfin, je trouve que ça donne envie de faire des trucs parce que tu peux faire des beaux trucs avec seulement, genre, juste un téléphone et une autre lumière qui change de couleur. Et du coup, ouais, t'en apprends beaucoup aussi comme ça en se disant, mais en fait, j'ai pas besoin de grand chose non plus pour faire quelque chose de magnifique. Ouais. Donc voilà. Justement, est-ce que vous pensez-vous que il y a vraiment besoin du gros matos, on va dire, pour faire des très belles choses? Ou est-ce qu'on peut faire des belles créations juste avec les moyens du bord, entre guillemets? Ça, je me bats. En fait, avec des trucs qui sont pas très chers, tu peux le faire, tu peux faire beaucoup de choses. C'est juste, ça simplifie énormément la tâche d'avoir des trucs qui coûtent plus cher. Je pense que, par exemple, moi, de ce que je connais plus, la retouche photo, j'avais utilisé des logiciels qui étaient gratuits avant, mais pour des choses qui maintenant me prennent 2 secondes grâce à tous les outils que donnent des logiciels payants. Bah ouais, en fait, c'est juste, ça te facilite la vie, mais en soi, je pouvais le faire avant. C'était juste, ça me prenait plus de temps ou c'était plus complexe ou il y avait plus de choses à gérer derrière. Mais je pense, oui, même avec du petit matos, tu peux faire quand même des trucs assez énormes et t'as pas besoin de grand chose pour faire quelque chose de beau, quoi. C'est bon. Pour moi, en fait, c'est un peu ça, toute la création peut être faite avec à peu près n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a tellement de matériel accessible
Enfin, voilà, on a même tous dans notre poche une caméra de globalement bonne qualité. Mais en effet, par exemple, sur certains projets, ça devient compliqué et on devient assez vite limité. Enfin, par exemple, ça me paraît compliqué de faire un long métrage produit avec un téléphone. Alors je sais qu'il y en a qui l'ont fait, Ouais. Ok. mais en fait, au bout d'un moment, c'est juste pas pratique. C'est aussi pour ça que, par exemple, les caméras cinéma, etc., sortent encore beaucoup et enfin sont loin de s'arrêter. Les loueurs en sortent tous les jours parce que c'est des caméras qui sont hyper pratiques, qui sont vraiment optimisées pour du tournage en grosse équipe, etc. et tout. Mais après, par contre, quelqu'un tout seul qui veut faire de la création, etc., il n'y a aucun souci. Enfin, même, surtout aujourd'hui, on crée beaucoup de contenu quand même. Il y a de plus en plus de vidéastes qui sont seuls, qui font tout, globalement. Et ça, ouais, ça, du coup, ça peut être faisable avec très peu de matos, contrairement à un tournage en grosse équipe, justement. Ok. Et pour vous? Est-ce que vous êtes essayé peut-être d'ailleurs avant de rejoindre le collectif des filmeurs et même toi, Mélio, est-ce que vous avez fait des films chez vous un peu? Vous avez déjà testé des choses Alors moi, pas tellement. J'avais fait une année un stage pour tourner un petit documentaire avec un média de mon quartier. Mais sinon, non, moi je prenais pas spécialement de vidéos. Parfois, je prenais un vieux caméscope de chez moi juste parce que je trouvais que vu que la vidéo n'était pas très belle, ça donnait un aspect drôle. Voilà. Tu dis non, mais du coup, c'est oui. J'aimais bien filmer mes chats avec. Donc, Bah, voilà. c'est de l'art. Hein. C'est de déjà l'art. ça. Parce que tout le monde n'a pas le réflexe de filmer ce qui l'entoure. Tu vois, de capter, d'avoir cette envie-là, de capter ce qui t'entoure. Enfin, perso, jamais rien tourné de ma vie, tu vois. Pourtant, j'adore le cinéma. Mais il y a une appétence, je pense, pour le pratique, quoi. Même avec le vieux caméscope qui fonctionne très bien, mine de rien. Et toi, Mélio, avant de rejoindre une école aussi? Ouais, carrément, je pense depuis la 3e seconde, j'ai toujours fait des petits projets bénévoles, ça peut être des petits clips, des petits courts-métrages, etc. Donc beaucoup sont jamais sortis d'ailleurs, mais au moins, voilà, on était toujours en train de, je sais pas, j'avais toujours des projets en tête tout le temps. Après, ce qui était compliqué, c'était plus de trouver les gens, etc. C'est une fois qu'on a fait une école, les plus simples quand même. Donc, mais ouais, j'ai toujours, et même j'en fais encore des petits projets. Là, voilà, avec des potes, on a prévu de faire un petit 48 heures project dans l'année. Trop bien. Donc voilà, ça a toujours été le cas, moi, pour le coup, je pense. Trop cool. Et toi? Bah moi, en fait, c'est assez drôle parce que j'ai grandi avec YouTube, etc. Et du coup, depuis toute petite, moi, j'ai encore des vidéos de moi sur mon téléphone quand j'avais 8 ans, de moi qui était avec ma tablette et en train de parler de mes doudous, en expliquant qui étaient mes doudous préférés, comme si c'était une chaîne YouTube. Et sinon, j'ai déjà filmé parce que eMovie nous permettait de monter comme ça en mettant juste 2-3 shoots, une sorte de vidéo un peu complète. Du coup, oui, j'ai des vidéos aussi où j'ai fait un mini-métrage avec une de mes amies quand j'avais pareil 8 ans environ. Donc, il y a des scènes de combat, etc. Alors là, waouh! Mais après, Trop bien. Ça me fait beaucoup rire de les retrouver. Je pense que mon ami un peu moins, de se dire, oula, c'était un peu gênant. Surtout que c'était ma sœur qui filmait, donc on n'était pas sur du très bon caméraman. Mais enfin, moi, j'ai bon souvenir de ça. Après, j'ai un peu arrêté, mais avec tout TikTok, etc. Maintenant, mes amies, même si elles veulent pas rentrer dans le cinéma ou dans tout ça, elles ont envie d'en refaire, en fait, de faire des vidéos en lien avec leur passion. Et du coup, même si toute ma période collège, j'avais un peu arrêté de filmer vraiment des petits trucs comme ça, maintenant, ça revient beaucoup. Et du coup, je suis contente et ouais, ça me fait rire. Alors, il y a une réaction dans le chat de Senzozo, le palmier, qui nous dit énormément de chefs-d'œuvre ont été faits de briques et de broc et ont un charme fou. C'est vrai. Puis il y a même des cinéastes qui revendiquent ce côté un peu
un peu artisanal. L'évidence, c'est peut-être Michel Gondry qui fait beaucoup qui va chercher dans des techniques d'animation qui sont plus plus artisanales, tu vois. Donc c'est vrai que ça amène aussi un charme. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une course, comme tu disais, les loueurs, ils sortent toujours des nouvelles caméras qui sont de plus en plus pointues. C'est un peu paradoxal d'ailleurs, parce qu'on se dit, on a l'impression que les techniques font que le cinéma est de plus en plus accessible avec les téléphones, etc. Et qu'en même temps, est-ce que, c'est une question, hein, mais est-ce que ça augmente pas aussi les attentes en termes de cinéma, c'est-à-dire dans on pense au son, qui est un domaine qui est hyper exigeant, et à l'image en elle-même, tu vois. Si en gros, si t'as pas une œuvre qui sort en hyper haute définition avec un son clean, est-ce que est-ce que ça va quand même trouver un public, etc. quoi. Enfin, je me pose la question. Je sais pas trop. Bah après, pour moi, c'est possible de faire des trucs très très quali avec peu de matos. Ça, c'est pas. Il y a tellement d'exemples qui le prouvent. Après, je pense, j'ai un peu l'impression aussi, de mon côté en lumière en tout cas, et je pense que c'est pareil en caméra, que le matériel qui sort, les constructeurs qui sortent du matériel, on va dire professionnel, vraiment. On prend, je sais pas, des marques comme Harry, etc. et tout, qui sortent vraiment du matériel pour le cinéma, ou la pub, etc. et tout, pour du gros tournage, le matériel est fait pour vendre les gens avec, les techniciens avec. D'accord. Honnêtement, nous, ok. il y a des fois où des choses qui pourraient, en fait, quand on y réfléchit, être beaucoup plus simples, sont très compliquées techniquement. Donc nous, ça nous fait bosser, c'est bien, mais on peut se poser la question de... ce serait vraiment possible de faire des choses plus simples. Ce que tu veux dire, en fait, c'est extrêmement pointu et du coup, il faut des gens qui soient très formés sur le matériel. Plus, ouais. Ok, ça, je savais pas, tu vois. Ok, ça marche. Et vas-y, je t'en prie. Mais du coup, on arrive à avoir des métiers très très précis, des gens très spécialisés. Moi, par exemple, sur les tournages, je fais beaucoup de consoles, donc je suis ce qu'on appelle un pupitreur. Ok. Et en effet, c'est vraiment hyper spécialisé comme métier. C'est un métier qui existe quand même, est de plus en plus présent sur les tournages, qui n'était pas forcément présent il y a 20-30 ans. Donc voilà, c'est... Ok, je connaissais pas du tout. Et vous, du coup, les filmeurs, moi, je me demandais, là, le fait de participer aux filmeurs du Concorde, est-ce que vous, de base, vous avez une envie professionnelle liée au cinéma? Est-ce que c'est quelque chose, vous dites, moi, j'aimerais bien quand même que ce soit mon métier? Du coup, moi, j'ai rejoint les filmeurs pour savoir si c'était quelque chose auquel je voulais me diriger. Parce que, du coup, moi, c'est 2 ans mon BTS. Donc, en fait, après, il faut que je rechoisisse une voie de ce que je vais faire plus tard. Donc, je me suis dit, il faut que je teste des trucs. Et le cinéma, j'ai toujours aimé voir ça. Et j'ai toujours aimé, comme j'ai dit, quand j'étais plus jeune, je filmais déjà des trucs. Donc, j'ai toujours aimé rentrer là-dedans. Et comme je faisais beaucoup de théâtre, j'avais aussi envie de savoir si je voulais être actrice ou autre. Donc, je sais pas si je vais en faire vraiment mon métier. Je pense que j'ai trop peur de perdre un peu cette passion en faisant mon métier, parce que c'est une de mes plus grandes peurs. Parce que moi, je m'accroche très fort à mes passions des fois, et des fois, ça part d'un seul coup. Et du coup, j'ai un peu peur de ce côté trop professionnel d'une passion. Mais en même temps, j'aimerais trop en faire. Je pense que je pourrais passer, des années à faire ça pour mon métier. Mais ça reste un peu trop flou. Je crois que je sais pas exactement. Mais là, faire le tournage actuellement, ça m'aide à voir ce que j'aime aussi dans le cinéma et est-ce que vraiment je serais capable de tenir ça en métier, parce que c'est pas du tout les mêmes enjeux que là pour le Concorde, quoi. Ok. Et justement, qu'est-ce que t'aimes toi en fait dans la pratique du cinéma? C'est quoi le sel, voilà, c'est ça. Qui t'anime, ce qui t'anime alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui est soit l'avant-production, genre avant le tournage, ou le post-production, j'aime bien le montage, mais j'aime surtout comment ça s'organise, comment organiser les gens, voir ce qu'il y a besoin, etc. Parce que j'aime bien être à la caméra aussi, mais ça me demande beaucoup plus de stress je suis moins bonne à gérer ça. Mais je pense que je suis plutôt quelqu'un qui aime mieux coordonner et ça, j'aime beaucoup coordonner, etc. Ou sinon, devant la caméra. Mais après, je sais pas trop. Devant la caméra, je sais pas. J'ai jamais été devant un trop gros truc pour la caméra. Mais organiser, coordonner, je sais que c'est quelque chose qui m'anime plus que vraiment tenir une caméra ou autre. Quand je vois d'autres être derrière la caméra, ils sont trop contents, quoi. Oui, ça c'est sûr. Et toi, Malo?
Moi, ce serait aussi plutôt des aspects de coordination, Ok. direction et puis aussi invention pour scénario, tout ça. Ok, Écriture, quoi. C'est- Ouais. Et du coup, tu te projettes dans ces métiers-là. Alors, T'as le temps pour j'hésite, voir, oui, mais... en ce moment, Tu as en 15 ce moment, ans. j'hésite un peu entre plusieurs métiers. Mais Ok. le cinéma, c'est quelque chose qui pourrait me plaire, je pense. Ok. Et toi, Mélio, qu'est-ce qui a fait la bascule? Parce que maintenant, c'est ton métier. Et qu'est-ce qui a fait la bascule où ça a été une vocation tout de suite ou est-ce que il s'est passé un truc et tu te dis, c'est sûr, je veux faire ça? Je pense que ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler dans ce milieu-là. C'est un milieu qui m'attirait. Après, j'ai aussi découvert vachement de métiers que je connaissais pas avant. Enfin, par exemple, pupitreur, il y a 2 ans, je savais pas que ce métier existait. Et maintenant, c'est quand même 70% de mon activité. Donc, après, voilà, donc j'ai découvert un peu au fur et à mesure de faire des petits projets bénévoles, etc. La lumière, c'était la lumière qui m'intéressait. Et puis après, bah voilà, en école, j'ai pu un peu me spécialiser là-dedans, me former dessus aussi. Voilà, j'avais la chance aussi d'avoir une école où on pouvait rester tard le soir, etc. et tout, donc sortir du matos, à tester des choses et tout. Ça, c'était quand même une grande chance. Et voilà, du coup, mais après, c'est un truc que j'ai un peu découvert quand même. Donc voilà. Et du coup, est-ce que ça répondait à tes attentes? C'est-à-dire, parce qu'il y a quand même un moment où tu t'es dit, OK, hop, je pars au BTS, je fais le BTS Montaigu. Et là, t'es rentré depuis cette année, je crois, ou l'année dernière. Enfin, cette année sur vraiment le milieu professionnel, en fait. C'est ça. Et entre ce que tu as appris à l'école et ce à quoi tu es confronté au quotidien dans le milieu du cinéma, est-ce que il y a un écart? Forcément un peu, parce que c'est des choses différentes. Après, globalement, l'écart, enfin, je trouve l'école nous avait quand même assez bien formés aux bases techniques. Mais après, en effet, il y a le côté un peu humain qui peut être différent. Voilà, il y a des tournages qui peuvent super bien se passer, il y a des équipes avec qui ça peut juste être chiant aussi, et on a hâte de rentrer, quoi. Pareil, même faire les discussions sur les plateaux, ça va être finalement très peu de discussions un peu artistiques, etc. Entre nous. Ça va plus être, maintenant, il y a les problèmes de est-ce que les heures de nuit vont être majorées, est-ce que, voilà, ça va être... Enfin, c'est des discussions très de travail, en fait, maintenant. Et ça, c'est un truc qui est assez étrange au début. Mais c'est important parce que c'est un métier aussi où j'ai l'impression que c'est quand même tu t'investis ta vie, quoi, ton temps. Ça dépend. Après, c'est vrai que c'est assez prenant. Il y a le fait, après il y a le fait en France, on a quand même l'intermittence du spectacle qui permet d'osciller avec des périodes un peu plus creuses, etc. et tout. Donc ça, c'est pas mal. Mais oui, c'est quand même, on demande quand même un investissement. Mais du coup, c'est vrai que globalement, les techniciens quand même passent beaucoup de temps à critiquer, à être, voilà, et après on se bat aussi un peu pour nos conditions de travail. Donc ça, c'est quand même pas plus mal. C'est important, faut continuer. C'est ça. Parce que bon, il y a un truc aussi, je pense que vous l'apprenez sûrement parmi les filmeurs, c'est que c'est un art collectif. Enfin. Tu vois, on se disait tout à l'heure, vous faisiez peut-être des choses chez vous, mais il y a quand même un truc où si tu veux aboutir vraiment à un gros projet, enfin un projet un peu ambitieux, tu es obligé de t'entourer de compétences autres que la tienne. Et donc, je pense que c'est important que vous continuez là à vous battre pour vos droits, c'est important. Et justement, on va revenir en fait sur le thème principal de cette table ronde, qui est quand même comment faire du cinéma quand on est jeune, qu'on n'a pas de thunes, qu'on n'a pas de réseau. Et est-ce que c'est possible donc d'en faire son métier? Est-ce que pour vous, dans vos a priori entre guillemets, est-ce que pour vous c'est dur en tant que jeune de faire du cinéma, de rentrer dans ces métiers-là, les filmeurs ou Mélio? Alors moi, du coup, je suis pas du tout dans le monde du cinéma, donc par exemple par rapport à Emilio, j'aurais pas la même expérience que lui. Mais je pense que en lui-même, le monde du cinéma, donc quand on va parler du monde du cinéma, c'est vraiment être distribué, recevoir des, par exemple des Oscars, etc. Si on voit très gros, je pense que c'est hyper complexe, surtout en France, parce que j'avais déjà entendu parler de plusieurs personnes qui avaient fait des courts-métrages. Enfin, j'avais vu un court-métrage, voilà, je sais plus exactement le nom, j'ai pas une très bonne mémoire,
Et lui, il avait expliqué qu'en France, c'était une galère, qu'il avait été très mal vu quand il était arrivé à la cérémonie des Césars, etc. Mais alors qu'en Amérique, c'était beaucoup mieux, etc. Ok. Et en fait, je pense qu'il y a ce côté aussi très flippant du cinéma avec beaucoup, il y a beaucoup d'attentes et c'est un milieu hyper fermé, assez critique, je trouve, quand on parle du cinéma en lui-même. Et ça, ça a été, ça reste beaucoup critiqué, surtout par la nouvelle génération et surtout la génération Internet qui par exemple, Brute, qui se moque de plein de choses de la société, s'est moqué de ce côté-là, principalement avec les acteurs, les actrices, en disant si t'es une femme, tu réussis moins, t'as des trucs comme ça. Et du coup, je pense, c'est compliqué. C'est un métier quand même qui reste très fermé. Mais en même temps, aujourd'hui, je crois qu'on l'ouvre de plus en plus grâce à Internet, grâce à TikTok. Enfin, TikTok, j'y pense parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu mettre vraiment en avant ce qu'ils faisaient. Mais YouTube, je pense aussi à Cyprien qui a pu grandir dans ce milieu de court-métrage, etc. grâce à ça. Et du coup, je pense que ça peut s'aider à se développer, mais en lui-même, ça reste quand même très fermé. Il y a peu d'influenceurs qui arrivent vraiment à rentrer dans des gros films, dans des grosses productions, etc. quoi. Ok. Et toi, Malo, tu as un avis peut-être là-dessus? C'est quoi tes a priori sur les métiers, en fait, surtout au niveau de la technique du cinéma? Pour moi, déjà, faut, si c'est un métier technique, je pense que après, je n'ai pas encore l'âge d'essayer de rentrer vraiment dans le cinéma. Au niveau de la technique, je pense que il faut avoir fait des études donc de technique au niveau du cinéma. Et puis au niveau de ce qui n'est pas technique, donc tout ce qui est scénario, tout ça, c'est présenter un projet aussi, ça peut être compliqué parce que un studio, une des choses qu'ils cherchent, c'est pas que ça, hein, mais une des choses qu'ils cherchent, c'est quand même faire de l'argent. Et tout peut pas faire de l'argent. C'est sûr. Et c'est un problème. Donc pour moi, je trouve que le milieu du cinéma est vraiment hyper fermé pour le coup. C'est vraiment... même moi, je fais très très peu de cinéma. C'est vraiment un réseau que j'arrive pas trop à voir. Après, je fais beaucoup de courts-métrages, de clips, de pubs aussi parce que faut bien manger quoi. Faut bien faire bouillir la marmite quoi. C'est pas le plus intéressant, mais bon, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment un milieu qui est très très fermé où on va... par exemple, on va pas vous embaucher si les chefs de poste vous connaissent pas de base, en fait. Donc, on va demander de faire des stages, etc. Et des fois, des stages qui sont complètement hallucinants. Enfin, je crois qu'il y a 2 semaines, là, j'ai vu une annonce d'un stage où ils cherchaient un électro, justement. Mais ils demandaient avoir déjà 2 ans d'expérience, le permis poids lourd et toutes les habilitations, quoi. Donc, on était en mode, c'est pas un stage, c'est un poste complet, quoi. Puis en fait, c'est un peu un truc de contact. Aussi, il faut arriver à toujours relancer un peu les gens, etc. Donc ça, faut aussi aimer faire ça. Mais après, c'est tout à fait possible d'y entrer, mais c'est pas le milieu le plus simple. Mais voilà. Et du coup, toi, ce serait quoi, en tant que pro maintenant, dans le monde du cinéma, serait quoi tes astuces pour possiblement des personnes qui aimeraient rentrer dans ce milieu-là et qui ont des a priori du style je vais jamais y arriver parce que c'est trop dur pour quelqu'un de jeune qui a pas d'argent, qui galère, etc. C'est vrai que ce que j'ai dit était pas forcément hyper encourageant, mais ne dégoûte pas non plus. Non, mais en vrai c'est tout à fait possible. Enfin déjà au début c'est pas mal quand même de faire des stages. Donc ça peut être sur des tournages, ça peut être aussi beaucoup chez les loueurs, parce que chez les loueurs les techniciens nous passent pour tester du matériel, pour faire des essais, pour des tournages, etc. Et il y a beaucoup de stagiaires chez les loueurs qui peuvent être embauchés sur le tournage. Ça, c'est vraiment le truc, je pense, le chemin le plus simple. C'est les loueurs, ça permet de se former sur le matériel et ça permet en plus de rencontrer du monde. Donc ça peut être pas mal. Donc, c'est quand même possible. Et puis après, faut pas hésiter en fait à faire du contact, quoi. Enfin, voilà, si un chef de poste avec qui ça se passe bien, lui proposer de boire un café, quoi que ce soit, etc. Ça, c'est un peu le truc qu'il faut... c'est un réseau qu'il faut entretenir, quoi. Passer 6 mois, 1 an sans donner de nouvelles et puis revenir après, c'est compliqué, quand même. On a tendance à t'oublier parce qu'il y a beaucoup de postulants, enfin il y a beaucoup de gens qui cherchent. Il y a beaucoup de... on est beaucoup de techniciens. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui se tournent, donc c'est possible.
Ok. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Après ça, ces techniques-là, je pense que c'est à peu près dans tous les métiers, genre tout ce qui est réseau, etc. C'est toujours quelque chose qu'il faut entretenir parce que les gens, ils aiment bien, voilà, ils aiment bien embaucher des personnes qui ont été gentilles avec eux, voilà, parce que il y a souvent des préférences. Après, je pense qu'il y a aussi, comme dans les métiers, il y a le culot. Si on tente jamais, on n'y arrivera jamais. Mais des fois, allez, faut tenter. Au pire, les gens, ils vont pas ils vont pas se souvenir de vous. Donc, faut toujours tenter. Faut jamais se dire ça fonctionnera pas parce que si on se dit ça, bah oui, ça fonctionnera jamais. Donc, pour moi, faut toujours tenter. Et oui, entretenir son réseau, c'est ce qui fonctionne le mieux, en fait. Bah, surtout dans les secteurs fermés, le réseau, c'est ce qui est le plus important, limite, même, je sais pas, mais même au-delà d'une formation hyper précise, hyper complète, si t'as personne à qui offrir tes services, bah en fait tu peux pas montrer ton talent. Donc c'est vrai que le réseau c'est une grande question. C'est ça. Après, il y a quand même toujours un truc où t'as l'impression dans ces milieux-là, en fait, on te demande toujours de faire tes preuves, mais il faut bien commencer quelque part. Tu sais, genre si t'es pas du tout connu de nulle part et que t'es très bon, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui prenne le risque de donner sa chance, parce que en fait, je pense que l'exigence du cinéma, c'est que c'est que le temps, c'est de l'argent. Ça n'a jamais été aussi vrai que j'ai l'impression que sur les tournages. C'est-à-dire que faut que tout le monde soit exactement à son poste, extrêmement bon directement, pour pas perdre du temps et donc perdre de l'argent. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que il y a aussi ce côté où c'est du réseau, mais c'est en fait de l'humain. C'est-à-dire des gens qui te donnent à un moment une chance aussi de faire tes preuves, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que pour moi, les stagiaires doivent pas aussi remplacer un poste. Ils doivent être en complément d'une équipe. Et c'est souvent, par exemple, les équipes caméra qui vont, par exemple, les 3e assistants de caméra. Donc, c'est ceux qui gèrent tous les retours sur tout le tournage pour toutes les équipes, qui peuvent aussi gérer les caméras, l'entretien des caméras. Ouais. Très souvent, en fait, ils se retrouvent à être des stagiaires parce que c'est un métier qui est peu reconnu, qui est assez mal payé, etc. et tout. Donc, c'est vrai que c'est très souvent des stagiaires qui le font. Et quand ça marche pas, ils peuvent s'en prendre plein la gueule, alors que ils sont stagiaires, ils sont censés être en complément. Ils sont pas censés faire le travail. Ils sont censés apprendre aussi, en fait, sur le moment, quoi. Ouais. Et puis je trouve que on a vachement une image, moi je trouve que ça fait peur comme milieu aussi. On a vachement l'image des tournages où t'as un mec qui hurle sur tout le monde, tu sais, où tu vois bien, de moins en moins, je pense quand même. Surtout là, depuis quelques années, justement, il y a cette image qui ressort à fond. Ouais. Et qui fait que je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui commencent un peu à sauter. À flipper que ça sorte. C'est ça. Je pense que c'est surtout ça, parce que maintenant, c'est bien, il y a un retour juste à l'envoyeur, quoi. C'est-à-dire que si tu passes si tu franchis une limite à pas franchir, je pense que tu le payes, quoi. Ouais. De plus en plus, je pense, et je pense que d'ici quelques années, c'est un truc qui pourra. Alors, il y aura forcément des égos surdimensionnés, mais j'espère en tout cas que c'est un truc qui va finir par complètement être, ne plus exister, quoi. Et puis il y a aussi le truc, c'est que je sais pas, par exemple, quelqu'un qui commence en tant que technicien, il va pas direct être en contact avec le réal, etc. Enfin, pour certaines choses, si, mais c'est quand même assez rare de s'adresser directement à lui. Souvent, il y a des intermédiaires et tout, donc en fait, même si le mec en haut est chiant, bon. Ok. C'est ça, on va en parler à la pause café, quoi. Ça fera un truc sur lequel se défouler. Non, mais ouais. Attention, il arrive. Tu fais le truc. J'imagine trop les scènes. Ça y est, c'est parti. Je pense quand on parle aussi d'avoir peur, c'est les réseaux aujourd'hui. Il y a eu plein d'appels à boycott, etc. Donc en fait, ou même plein de producteurs qui sont quand même plein la gueule et les jeunes, ils sont vraiment là-dessus. Maintenant, on a quand même une génération qui se combat de plus en plus pour leurs droits, même dans des milieux fermés. Donc, par exemple, toutes les cérémonies aussi, maintenant, c'est des gens qui vont parler de plein de sujets de société. Et donc, aujourd'hui, maintenant, les choses sont dites beaucoup plus facilement. Je pense que les gens ont moins peur, grâce au réseau, de dire les choses, même si, bien sûr, ça fait quand même peur, parce que vu que c'est un réseau fermé, si tu dis un truc de travers, oui, on peut te virer, mais je pense, ça va se démocratiser, parce que on a tous un peu peur quand ça flamme hyper vite sur les réseaux, parce que tu peux tout perdre juste à cause des réseaux. Donc je pense que j'espère du moins que ça va diminuer ces gens qui gueulent sur les tournages, qui sont juste méchants, quoi. Je pense. Et puis je pense que maintenant il y aura, j'espère, plus de respect aussi sur les tournages, parce que récemment on a eu l'histoire de Gérard Depardieu, où on apprenait aussi qu'il y avait une petite fille qui s'était faite
agressés sexuellement sur des tournages. Donc, et puis vu que maintenant en fait on est hyper connecté, il y a des choses, on les revoit partout tout le temps, et donc ça a tendance à les extrapoler. Et puis tant mieux, hein, parce que c'est des trucs très graves. Et donc ça veut dire que ces personnes-là aussi elles vont se faire plus petites. C'est sûr. Bah, elles auront peut-être. Ouais, et Gérard plus Depardieu peur, n'aura plus de rôle. Ah, on sait jamais, c'est ça le pire, mais oui, peut-être que les personnes auront peut-être plus peur justement de trop se laisser aller sur les tournages et de moins faire attention à l'humain. Après, je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui se fait quand même de plus en plus. Enfin, j'espère, parce qu'encore une fois, j'y suis pas non plus, mais d'essayer qu'il y ait un minimum de règles en fait sur les tournages. Et c'est, comme tu disais, c'est bien aussi qu'il y ait des histoires en fait comme ça qui soient médiatisées pour se rendre compte que c'est pas acquis en fait d'être respecté sur des lieux de tournage. Donc Puis après, je me dis, ce qui est fou, c'est que tous ces trucs-là s'apprennent sur les réseaux sociaux et je dirais pas se règlent sur les réseaux sociaux, mais un peu parce qu'il y a une histoire d'image. Ouais. Et en fait, ça veut clairement aussi dire qu'il y a un espèce de vide, je dirais pas vide juridique, mais en tout cas, il y a plus une espèce d'omerta où, tu vois, à chaque fois qu'il y a une histoire qui sort sur des tournages et tout, j'ai l'impression que t'as toujours des gens qui disent, bah oui, bah je le savais, mais bon, et j'ai l'impression qu'il y a une fracture quand même générationnelle qui est bénéfique dans ce sens-là. Enfin, je sais pas, je veux pas parler pour vous, mais si vous êtes en situation de tournage et que vous êtes témoin de quelque chose de pas ouf et tout, vous allez sûrement pas, j'en sais rien. Enfin, c'est toujours compliqué de se mettre à la place mais j'ai l'impression que vous aurez plus tendance à dénoncer qu'à ne rien dire. Enfin, je sais pas, mais je vous trouve plus courageux en fait. C'est un peu ça le truc. Je pense que ça sera un truc sur le long terme aussi. Enfin, pour l'instant, il y a quand même encore beaucoup de connards qui bossent encore beaucoup. Mais je pense après c'est un peu une évolution globale de la société. C'est pas du tout propre au cinéma. Voilà, je pense que le cinéma c'est plus une conséquence de toutes ces mentalités-là qui évoluent quand même depuis quelques années, quoi. Complètement. Vous, pareil, vous le dites. Enfin, je doute pas de vous. Je pense que vous seriez c'est un peu compliqué à dire parce qu'on sait pas comment ça va évoluer. Enfin, le cinéma, ça reste quand même hyper fermé et on va pas se mentir. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont pas vraiment dites parce que les gens ont peur de perdre leur job et ça c'est continu. Mais je pense que oui, on est quand même dans une génération qui maintenant vont plus dire. Et je crois que tellement le monde change beaucoup et pareil, le cinéma, il va commencer à devenir un peu plus instable avec tout ce qui se passe. Donc bientôt les gens, on a quand même une génération aujourd'hui qui a peur de pas savoir quoi faire plus tard parce que c'est dit que nos métiers de plus tard ils sont pas encore créés, ça c'est sûr. Et du coup comme on est cette génération qui a un peu peur, ouais, je crois qu'on s'appuie moins sur notre travail. Du coup on va plus te dire je préfère protéger quelqu'un que perdre mon travail plutôt que l'inverse parce qu'aujourd'hui je sais même pas ce que mon travail va. Oui, c'est vrai. C'est intéressant comme. Enfin, c'est vrai. C'est très. C'est vrai, je trouve. ce que tu dis. Bravo. Ok. Et juste pour rebifurquer sur la question de l'accessibilité peut-être à ce milieu-là, on en parlait tout à l'heure avec les pipelettes, mais je me dis ça s'applique tellement au cinéma en pratique aussi. On a l'impression aussi que tout se passe un peu à Paris, non? Enfin, il y a un côté où tu dis si tu veux faire quelque chose dans le cinéma, forcément, faut se déporter, faut aller à Paris, quoi. Est-ce que vous avez un peu ce sentiment-là ou... Malheureusement, c'est encore hyper centralisé sur Paris. Ouais. Après, il y a des tournages en région. L'avantage aussi, c'est que par exemple, chaque région a des bureaux d'accueil des tournages. Par exemple, ici, en Pays de la Loire, il y en a un à Nantes et un au Mans, qui en fait permettent les tournages qui ont des subventions, par exemple, subventions Pays de la Loire, etc. et tout, sont obligés d'en prendre un pourcentage de techniciens locaux. Okay. Donc, voilà. Donc ça, il y a quand même cet avantage-là. Mais globalement, 90% de l'activité, je pense, est à Paris. Un peu après, il y a d'autres villes qui se développent à fond. Par exemple, Lyon. Lyon se développe, je suis un technicien qui bosse que à Lyon. Marseille aussi un peu. Mais ouais, malheureusement, pour l'instant, c'est encore là qu'il y a la plupart des gens, c'est sur Paris. Qu'il y a la plupart du matériel, c'est sur Paris. Et ouais, je trouve ça un peu dommage aussi, mais j'espère que ça va finir par se décentraliser. Il y a eu un espoir, en fait, là, avec les JO cette année, vu que tous les tournages sont interdits pendant 6 mois, quasiment. Et en fait, les tournages sont juste reportés après. Là. Et on voit pas trop de tournages qui s'éloignent de Paris pour l'instant. Ok.
C'est fou ça. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Et c'est ça que tu vois au début enfin, sur les titres. Tu vois beaucoup certaines régions plus que d'autres. Région PACA. C'est ça, il y a des subventions qui ont été données. Tu vois là où le cinéma est très actif dans certaines régions. Les Hauts-de-France, pas mal aussi. Île-de-France, forcément. Et PACA, tout ça. Ok. Ah, pardon. Si, vas-y, Malo, si tu avais un truc à ajouter. Hein. Non. N'hésite pas. Moi, j'avais une question aussi, peut-être un petit peu plus pour les filmeurs. D'après vous, à quel moment on devient pro dans ces milieux-là? Tu m'as passé le micro, tu m'as fait tiens répondre. Alors, en fait, je trouve ça hyper complexe parce que je sais pas ce que ça veut dire pro dans les milieux artistiques. Parce que dans les métiers, c'est super facile. Tu as ton diplôme, tu travailles. Au bout de quelques années, on peut te considérer comme un pro. Mais je pense dans les métiers, je pense pareil à tout ce qui est artistique pour moi. Il y a jamais, en fait, devenir pro, je trouve ça hyper réducteur parce que c'est des métiers qui évoluent, mais tout le temps, constamment, parce qu'ils sont toujours vraiment dans l'impact de comment les gens y pensent, de comment ça réfléchit et de toute l'évolution technique. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas de professionnels. Il y a juste des personnes qui font un peu de leur mieux. Donc, je pense pas qu'il y a... C'est bon. Je pense pas qu'il y a de leur... ou du moins, les jeunes, ils sont pros de leur façon. Même s'ils ont commencé le cinéma il y a peu de temps que les personnes plus âgées, parce qu'ils n'auront pas les mêmes compétences. Et du coup, pour moi, c'est ça qui fait surtout la différence. Donc, j'ai un peu du mal, j'avoue, dans les milieux artistiques, à dire ce qui est pro ou pas pro. Après, je pense dans les milieux très techniques, il y a des professionnels, mais pareil, comme ça évolue tout le temps, c'est hyper complexe. D'après toi, amateur, enfin le terme amateur, quand on dit par exemple les filmeurs amateurs sur les tournages, etc., c'est réducteur ou c'est... Je pense pas, parce qu'en fait, pour moi, amateur, professionnel, c'est en fait moi j'ai une vision professionnelle c'est des pros, ils savent tout ce qu'ils font, voilà, ils ont fait des experts un peu. Après, je pense que si on prend le côté professionnel, c'est ceux qui en font de leur boulot, c'est vraiment ceux qui arrivent à en manger, etc., qui sont payés. Oui, là, il y a plein de pros. Mais pour moi, amateur, c'est des gens qui sont soit dans le début de l'apprentissage, du coup, soit qui en font pas leur métier parce qu'ils en ont pas envie. Ou c'est juste des personnes qui aiment ça pour tester. Je pense pas que c'est réducteur. Je pense qu'il y a deux façons de voir. Mais pour moi, amateur, c'est ceux qui testent, qui sont au début de vouloir vraiment faire ça et qui en vivent pas, en fait. Ouais, ok. Donc, tous les ou amateurs... qui veulent pas en vivre, tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir des amateurs qui font du cinéma depuis plusieurs années, mais ils se considèrent encore amateurs parce qu'ils en font pas leur métier. Ouais, c'est ça. Tous les amateurs ne veulent pas forcément devenir professionnels. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est même plutôt cool. Enfin, je trouve que ajouter un peu de cinéma dans sa vie, tout ça. Tout le monde le fait pas, en fait. Mais c'est comme la peinture. Il y a plein d'amateurs de la peinture. Et pareil, quand on dit amateur, ça peut être très bien des personnes qui aiment voir ça, qui aiment juste ça, qui aiment juste peindre de leur temps libre. En fait, pour moi, amateur, c'est des gens qui aiment faire ça, mais sans vouloir. C'est altruiste. C'est un peu ça. Je n'ai pas altruiste, mais yoga. Je l'ai été. D'ailleurs, est-ce que tu peux parler vite fait aussi du régime dans lequel tu es par ton statut professionnel, donc le statut de l'intermittence. Est-ce que c'est compliqué Qu'est-ce qui joue en fait avec ce régime-là? En fait, du coup, en France, on a l'intermittence, donc ça permet sur les métiers du spectacle et du cinéma, de pouvoir en fait, on a un certain nombre d'heures à faire déclarées, donc c'est minimum 507 heures par an. Et après, en fait, ça permet d'avoir une indemnité chômage les jours où on travaille pas. Ouais, c'est ça. Donc, ça peut être des jours où on fait, en fait, où on va rechercher du travail, etc. et tout, où on va, voilà, en fait, il n'y a pas besoin de justifier, etc. Mais vu qu'on est des métiers où c'est très saccadé, on va travailler à fond. Là, par exemple, j'ai travaillé toute la semaine, beaucoup. La semaine dernière, j'ai bossé un jour. Donc, en fait, ça va être... C'est des rythmes particuliers, en fait. C'est ça. Ok. Et t'as jamais le même rythme, en fait, quand tu travailles, du coup. Ouais, c'est ça. Okay. Et donc, par exemple, si on enchaîne une semaine de nuit et que le lendemain, on nous propose un truc de journée, ça va être compliqué, donc on va devoir refuser. Donc, voilà, donc là, c'est bien de prendre une journée de pause. Donc, ouais, ça va être... mais ça, c'est... Du coup, on cotise un pourcentage de notre salaire et puis après, on peut, du coup, récupérer les jours où on travaille pas, cette somme-là, quoi. D'accord.
c'est quand même un vrai chouette vie, mine de rien, Oui, bah quand oui, y c'est penses. c'est ça, ouais. Parce que, en fait, la plupart des gens dans la société font du 9h-18h. Tu vois, De moins en 9h-17h. moins, je pense, notre Ah ouais, tu génération, penses? entre tous les métiers maintenant qui sont en freelance, qui sont C'est vrai, t'as raison. c'est quand même de plus en plus présent. Mm. Donc, nous, on a quand même l'avantage d'avoir quand même un revenu les jours où on travaille pas. Ouais. Bah, ce qui est essentiel, quoi. Ouais. Parce que le métier veut ça aussi. Parce que C'est tu ça. peux pas travailler, être en tournage 7 jours sur 7, 24/24, 360 jours par an, quoi. Puis, ouais, il y a des périodes, par exemple, je sais pas, février, je sais qu'il se passe jamais rien. Bon, bah, Ouais, voilà, c'est le mois creux. Le mois creux. Ça va, donc C'est cool après de les partir, fêtes, tout le monde est Oui, voilà, déprimé, tout le monde est personne KO, crée. avec la dinde dans le ventre. Ok. Ok. Et enfin, c'est une question, mais tout le monde est intermittent du coup sur un tournage ou t'as d'autres statuts Bah, il y a le statut, il y en a qui peuvent être en freelance aussi. Après, c'est assez rare et c'est assez mal vu, j'ai l'impression, en tournage. Parce D'accord. que c'est quand même un truc, l'intermittence, c'est quand même vraiment. Enfin, je dis on, mais j'étais pas là, je suis pas né. Mais enfin, du coup, c'est quand même quelque chose. Certains sont battus vraiment pour l'avoir. Ouais. Il y a quand même eu, même tous les ans, ils essaient un peu de la. Là, cette année, ils ont essayé de la diminuer. Il y a eu pendant un mois 80 tournages en grève D'accord. sur Paris, quoi. Donc, et finalement, ils ont pas diminué, ils ont même augmenté les salaires après. Donc, Ouais, donc bon. donc il y a quand même un peu ce côté-là très syndicaliste, etc., qui fait que en intermittent, c'est quand même le mieux vu. Mm. Même pour ceux qui bossent toute l'année, il y a certaines personnes, ils bossent toute l'année, ils arrêtent jamais. Donc ils touchent jamais les indemnités, ils cotisent quand même, mais généralement personne n'est en freelance. Ok. Mais il y a aussi un truc, moi je trouve, peut-être qui participe au fait de devoir toujours se battre pour être là. Moi je trouve qu'il y a très peu, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve qu'il y a très peu de reconnaissance des différents postes dans les métiers du cinéma. C'est-à-dire que bon, après, il y a la culture en France de l'auteur et de machin, et que sur le grand public, tu sais que ceux qui vont être portés au nu, ça va être l'équipe, allez, peut-être les producteurs, un peu, on commence à les connaître un peu plus, mais c'est surtout le ou la réal, scénariste, et on parle très peu, en fait, des gens qui bossent en coulisses. Enfin, je sais pas si vous connaissiez l'étendue avant de prendre place parmi les filmeurs, etc., les différents postes de métiers qui peuplent le cinéma. Est-ce que vous aviez en tête déjà? Bah, moi, j'ai tendance à me dire que bien sûr, quand il y a un film, il n'y a pas juste de qui on en parle, et c'est absolument partout pareil. Enfin, je veux dire, moi, j'étais dans le monde très théâtral, et au théâtre, c'est pareil. On parle des personnes, souvent même des comédiens principaux, mais on parle jamais de toute la technique derrière. Donc, quand toi, tu te retrouves dans les autres, dans un métier qui est pas reconnu dans un monde artistique, tu comprends très vite que dans les autres, dans le cinéma ou dans d'autres milieux artistiques, c'est exactement pareil. Ouais. Et pareil, il y a toujours des petits métiers à côté. Après, je pense que c'est des métiers aussi qui plaisent pas assez au grand public pour qu'on en parle. On va jamais mettre vraiment énormément en avant des personnes qui mettent la lumière, etc. Pour un grand public, parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent vraiment de la création derrière tout ça. Mais je pense que pour tous ceux qui veulent s'intéresser plus au cinéma et à tout l'aspect technique, oui, on va entendre parler. Après, c'est vrai qu'on voit jamais l'étendue de tous les métiers, mais ça, je pense que c'est pareil dans tous les métiers. On voit jamais tout ce qu'on peut faire et tous les petits points en fait de différence, à quel point on peut se spécialiser. Mais je trouve ça pas forcément négatif. C'est juste que c'est normal de vouloir vendre du rêve, et c'est en vendant du rêve qu'on arrive à mettre en avant quelque chose, quoi. Et surtout que le cinéma en soi, c'est la fabrique à rêve, quoi. C'est un peu l'art qui C'est est censé vendre du rêve. Bah oui, c'est même pire, c'est fabrique de l'illusion, quoi. Oui, c'est que carrément, tu crées quelque chose, tu crées du faux, mais qui se veut plus vrai que faux. Enfin, je sais pas comment dire autrement. Mais du coup, on a tendance à vouloir diminuer un petit peu toutes les dimensions de fabrication. C'est ce qu'on se disait au début. Il y a un côté aussi, tu veux maintenir la magie, et du coup, on va peu aller mettre en avant juste le tournage. Enfin, moi, avant finalement je savais pas exactement. Enfin, tu sais, je me dis. Moi, j'ai halluciné sur la durée des tournages, par exemple. Bah oui, tu vois, les films qui font, les longs métrages qui font 2 heures, des fois, tu vois tourner en 3 semaines. T'es là, mais attends, mais à quel moment? Bah non, mais moi, je trouve ça très court. Je trouve que la plupart des tournages sont très courts. En fait, des projets qui durent sur 6 mois, c'est assez rare. En fait, eux, ça leur coûte. Ça coûte de l'argent. Les boîtes de prod, ça leur coûte. Ils payent à la journée les Bien sûr, techniciens, le matériel, les décors. Donc, des fois, ils essaient. Et surtout, de plus en plus, avec les formats Netflix, etc. et tout,
où ils essaient vraiment de... Tout est optimisé pour que ça coûte le moins cher possible et donc que les tournages durent le moins longtemps possible, en fait. Ouais. Des fois, il y a des doublages de films qui sont faits en à peine quelques jours, quoi. Ça doit bien, ça, dis donc. Non, mais... Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Enfin, c'est juste que le droit à l'erreur, en fait, il devient beaucoup plus minime. Enfin, les doublages, moi, je m'étais énormément intéressée au milieu du doublage pendant une bonne partie d'un moment. C'est parce que, j'ai fait un stage de théâtre avec une doubleuse et elle expliquait que oui, souvent ils font une seule réplique et ils en ont une ou deux quand ils font une réplique, ils ont droit à l'erreur, une ou deux erreurs. Okay. Et c'est hyper complexe parce que oui, c'est ça, c'est en une journée. Souvent ils font tout un truc complet. Et c'est hyper fatigant, mais en même temps, voilà, c'est des fois, surtout pour le milieu du doublage où ça doit sortir quelques temps après, c'est ça qui devient encore plus complexe. Donc, c'est choquant quand tu vois tout le boulot que c'est et en peu de temps qu'ils le font. Alors, je pense que quand tu es dans le milieu complètement, tu finis par t'y habituer, tu te dis, bah non, moi je trouve que ça va, au final on s'y habitue. Mais quand tu es extérieur, tu te dis, mais c'est énorme, moi je me vois pas faire tout ce boulot-là en si peu de temps finalement. Mais je trouve que c'est un bon exemple, le métier du doublage, sur la reconnaissance des coulisses. Parce que j'ai l'impression que là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que dernièrement, on s'y intéresse un peu. Enfin, il y a quand même des comédiens mythiques. D'ailleurs, on dit comédiens de doublage parce qu'en fait, ils jouent. C'est comme des comédiens à l'écran. C'est juste qu'ils jouent avec la voix et non pas avec leur corps. Mais il y a Allociné qui a sorti un format, je sais plus, je crois que c'est Voix de ouf, un truc comme ça, ils l'ont appelé comme ça. Et en fait, ça met juste à l'image des comédiens de doublage et ils refont des scènes sur des bandes rythmo de leur rôle mythique, tu vois. Et t'as le gars qui avait fait The Mask, etc. Enfin, Emmanuel Curtil et tout, dont on avait parlé, nous, au cinéma. Et en fait, je trouve ça hyper positif de se dire qu'ils vont aller, des gros médias comme Allociné, qui parlent beaucoup de cinéma, etc., ils vont aller chercher des gens qu'on n'a pas l'habitude de connaître, alors que les voix, c'est les premiers trucs quand t'es petit, c'est les trucs auxquels tu t'accroches au niveau des personnages quand tu regardes de l'animation, etc. Ouais, mais super intéressant. Je sais qu'aujourd'hui le doublage il s'est vraiment mis en avant en plus parce que sur les réseaux sociaux il y a plein de bandes rythmo de doublage qui est sorti et les gens se sont vraiment intéressés et ont vraiment compris à quel point c'est hyper complexe. Enfin moi qui teste déjà que j'ai du mal à lire hyper rapidement, donc trouver les bonnes intonations super rapidement et en suivant le rythme. Alors bien sûr quand tu regardes les interviews des vrais, des personnes qui en font leur métier, pour eux, ils le font hyper rapidement, hyper facilement. Ils arrivent même à vraiment synchroniser presque les lèvres à ce qu'ils disent, au point de changer le texte, mais tout en gardant le même sens. Tu te dis, mais c'est un boulot monstrueux. Ça s'est beaucoup mis en avant. Alors, je pense aussi parce qu'il y a eu un gros mouvement à côté de l'IA, parce que l'IA aujourd'hui fait un gros boulot par rapport au doublage. Mais je pense que c'est vrai qu'on s'y attache beaucoup quand tu regardes les conventions par rapport aux jeux vidéo et tout ça. Tu remarques que les gens ils vont vite voir les doubleurs parce que c'est leur voix de leur personnage préféré dans ci, dans ça. Et même s'il y en a beaucoup qui sont contre la VO, la VF, pardon, pas la VO, au contraire, qui sont pour la VO et pas pour la VF. Moi, je trouve ça bête parce que je trouve que, surtout en France, on a des doubleurs exceptionnels et on a plein de VF, de films, de séries, de mangas, etc. Sur de l'animation, moi, je trouve que c'est ultra impressionnant des fois, les cas. C'est un truc de fou. Ah non, mais c'est trop passionnant. Mais il faudrait qu'on se fasse ça un jour. On se fera une petite session. À 23h, on se met des bandes rythmo sur l'écran du Concorde et puis on tente. C'est super drôle. Ça serait trop bien en vrai. Faut le faire, c'est hyper drôle à faire. Vendu, on se fait ça à un moment ou un autre. Je ne sais plus où on en était dans notre question. Moi, je me demandais quelque chose quand même parce que là, en ce moment, vous êtes en plein tournage, les filmeurs, pour l'épisode 3 de la série du ciné Les filmeurs du Concorde. Oui, Malo, tu vas parler. C'est une très mauvaise idée, les dragibus. Oui, c'est très c'est vraiment. Ah bah ça, il en reste plus beaucoup, ça va. Du coup, est-ce que, Malo, est-ce que tu t'attendais à ce qu'un tournage, ça soit comme ça? Au vu de ce que tu as vu là, surtout aujourd'hui. Plutôt oui, parce que en fait j'en avais, comme je l'ai dit, en fait j'avais déjà fait avant, mais c'était pas la même échelle. Là c'est quand même un peu plus avancé. Ok. Ouais. Donc là c'est vrai que c'est complexe, surtout au niveau du son. Le son, je sais jamais. Le son c'est la hantise de tout le monde. Heureusement c'est pas moi qui le fais, donc. Ouais, bah non. Mais c'est très plaisant à faire. Ouais.
Ouais. Et toi, aujourd'hui, tu étais à la lumière et au script, au poste de script. Alors, lumière, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste... Oui, sans toi, il n'y aurait pas eu d'image. Des fois, ça peut durer longtemps. Ah bah clairement, hein. Il faut se faire les bras. Mais script, je trouve ça assez agréable, mais après, j'en ferai pas mon métier. Ouais, c'est pas non plus ce qui t'anime. C'est pas le plus passionnant. Ouais, bah je trouve ça hyper stressant en fait, le rôle de script, parce que tu dois toujours être à l'affût. Une erreur en fait. Oui, voilà, c'est ça exactement. Et puis vu que ça grouille en fait devant toi, derrière les caméras, etc. T'oses pas trop demander, bon bah là c'est quelle caméra, c'est quel machin. Souvent t'as un retour aussi quand même quand t'es script. Sur ton iPad, ah oui, d'accord. Ouais, ça c'est des scripts professionnels. Ok, d'accord. Bon, c'est vrai que ça facilite quand même le travail. Oui, Mélina. Moi, je me permets, c'est surtout. Mais permets-toi. En fait, par rapport au script, comme j'ai fait le montage pour Skin Spirit à un moment. Oui. C'est Mélina d'ailleurs qui a fait. Attends. Allez, on me sauce. C'est Mélina qui a fait la petite bande-annonce. Voilà, c'est ça, le reel. On peut dire le teaser du festival Screen Spirit du coup en France et aussi celui du Concorde. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est beau quand même. C'est Mélina qui a fait. C'est moi qui ai fait. Non mais j'ai eu de l'aide, mais du coup en fait quand tu fais du montage et que tu te retrouves sur le tournage, tu fais non les gars, faut pas oublier ça, parce qu'après quand t'es en post-prod c'est hyper chiant. Ah bah ça. Ouais. Parce qu'à un moment on avait oublié un clap par exemple pour une des interviews. Ouais. En fait, on se dit, ça se rattrape rapidement. Oui, mais en fait, c'est hyper chiant de devoir vraiment regarder pendant Enfin, des fois, ça dure plusieurs minutes à dire, merde, là, c'est pas assez bien mis. Alors, on regarde quand même, mais quand t'as vraiment un bon pic comme ça avec le clap, tu fais, là, c'est simple. Donc, même pour le script, moi, je pense, non, mais parce qu'après, si on se perd dans les folders pour le son, c'est une galère. Donc, bien sûr, quand le métier de script, je pense qu'il est pas hyper agréable, mais qu'est-ce qu'il est utile, surtout après. C'est surtout en post-production. Donc, quand tu en manques, en fait, tu dis, et que tu sais que tu pourras l'avoir plus tard, en fait, t'es juste contente. Et je pense que, quand tu manques des choses pour faire le montage, après, quand t'es sur le tournage, tu penses à vraiment tout pour t'aider après. Donc, c'est ça qui est bien aussi d'être polyvalent, entre guillemets. Et du coup, dans les filmeurs, vous touchez un petit peu à tout. Donc, chacun passe derrière la cam, chacun fait le son, chacun essaye aussi de s'initier au montage. C'est de voir, en fait, à quel point tout se relie et que tout le monde a besoin de tout le monde en fait dans un tournage. C'est hyper c'est stratifié on va dire, mais en même temps tout se rejoint à un moment donné et s'il manque une personne ça se ressent aussi. Je pense que ça t'apprend un peu de l'humilité et te dire la moindre des choses c'est quand même d'au moins d'essayer de comprendre ce que l'autre fait pour participer au projet quoi. J'avais entendu une anecdote sur Dupieux, Quentin Dupieux, qui alors vous regardez les génériques, c'est écrit, réalisé, les dialogues, le montage, fabriqué, directeur de la photo, le gars fait tout et en fait apparemment, enfin c'est comment on balance là, mais apparemment sur les tournages il a un poste de montage en fait, c'est-à-dire qu'il monte déjà ses rushs sur le tournage. En fait, il commence à assembler pour être sûr qu'il est tout. Alors, pour lui, c'est une manière de dire, c'est pour histoire de pas faire 40 000 prises pour mes comédiens, machin, etc., ce qui s'entend. Mais il y a un côté un peu contre le fric quand même. Tu dis, il y a un métier quand même, il y a un monteur. Après, il est peut-être très bon dans ce qu'il fait, mais c'est rigolo, je trouve, de se dire que, en fait, tu choisis du cinéma aussi pour t'entourer et pour être avec d'autres gens. Et au final, gars, tu fais absolument tout. Enfin, après, voilà. Après, il y a des perfectionnistes aussi qui ont tendance à faire de toute leur façon, même sur des métiers qui se retrouvent pourtant en groupe. Et du coup, qui préfèrent travailler vraiment beaucoup plus longtemps pour un truc qu'ils pourraient faire avec un grand groupe, mais parce que ils aiment leur façon de faire. Enfin, je pense par exemple à The Glad Review, parce que j'aime beaucoup ce YouTuber, mais lui, il est en mode, non, moi, je fais tout seul, parce que s'il y a quelqu'un qui vient m'aider, en fait, il fera pas comme j'ai envie que ça le fasse. Donc, il préfère passer vraiment 2 mois sur une vidéo qui lui rapportera en soi pas énormément, comparé à son taux de travail, mais juste parce que lui, il a envie que ça soit exactement à la minute près, à la seconde près, comme il veut que ça soit. Donc, je pense qu'il y a ces 2 côtés-là. Après, oui, il y en a beaucoup, c'est contre le fric, qui préfèrent faire tout, mais moins bien, juste pour gagner de l'argent ou éviter d'en perdre, etc. Après, le fait d'avoir un poste de montage sur le tournage, c'est souvent un métier. C'est régulier. Il y a une boîte qui s'appelle Before Post qui gère ça. En gros, c'est le métier d'IT, c'est quelqu'un qui est avec un ordi sur le tournage et qui va, par exemple, on va lui demander de faire un pré-étalonnage pour voir à quoi ça va ressembler.
je sais pas, de monter vite fait une petite séquence de quelques secondes pour montrer un faire les raccord, etc. raccords, ouais. Ça, c'est un métier. Mais du coup, le fait que ce soit lui qui le fasse, bon, c'est... Oui, c'est discutable, mais bon. Mais oui, ça semble logique maintenant que tu me dis ça, parce que je me dis, il y a tellement d'enjeux que par précaution, tu tentes un peu d'assembler ce que tu as fait, quoi. Après, souvent, c'est sur quand même des tournages, par exemple de la pub, etc., où ils sont tellement perfectionnistes, faut qu'il y ait le client qui voit, il veut voir l'étalonnage fini avant que ce soit tourné, quoi. Donc, bon, On sent que ça a l'air compliqué, la pub. Non, mais C'est une rancœur. c'est pas le plus intéressant. Voilà, Oui, bah oui. Oui, toi, tu préfères le fait de tourner quoi, en fait? Des clips, des... Alors, là, mon objectif, là, dans l'année, j'aimerais bien faire vraiment du long métrage, ou série, etc. et tout. Ouais. Après, c'est vrai que, par exemple, clip, il y a beaucoup de création. Ça, c'est génial. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, je pense que c'est peut-être le plus intéressant. En lumière aussi, il y a vraiment un vrai travail en clip qui peut être génial, quoi. Et c'est plus compliqué de rentrer, par exemple, sur un tournage, j'imagine, d'un long métrage plutôt que d'un clip, ou en soi, il n'y a pas vraiment de... Ouais, c'est plus compliqué. Déjà, il y a le fait que ça dure beaucoup plus longtemps. Ouais. C'est-à-dire que là, pour les équipes, il y a un vrai risque à prendre si ça se passe mal avec toi. Pendant 3 mois, on va être ensemble sur une série, par exemple. C'est vrai que... Voilà, et si en plus c'est pas sur Paris, ça va être 3 mois logés dans le même gîte avec des gens avec qui ça se passe mal, bon, ça peut être chiant, quoi. Ah ouais, c'est compliqué. Donc c'est pour ça, généralement, les équipes de fiction, on va dire, c'est vraiment des équipes qui ont l'habitude de tourner ensemble, et c'est là où c'est plus compliqué de rentrer dans ces équipes-là. Ça fait 10 ans qu'ils bossent ensemble, les gars. Parce que peut-être ils savent que le facteur humain, c'est ce qui peut faire tout péter. Tu fais péter une dynamique un peu... Et t'as une anecdote d'ailleurs, toi, de tournage? Un truc un peu croustillant. Un truc... oui, c'est ça. Un truc où, je sais pas, que ça se soit très bien passé, ou un truc qui s'est pas bien passé pour toi. Ou... Là, comme ça, je dois en avoir, hein, mais... En tout cas, il a sur le vif, c'est peut-être... Ouais, je sais pas. Ouais, sur de l'ambiance, globalement, je dois en avoir, mais là, je sais pas, ça me vient pas direct. Bah, tant mieux. Parce que c'est pas envie de c'est que ça se passe bien. S'il y a pas un truc qui te vient comme ça, c'est que globalement, ça se passe bien. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Et j'avais une question, moi, pour toi, c'était dans ta promo, là, au BTS Montaigu, globalement, les gens travaillent tous dans l'audiovisuel, ou... Il y en a qui continuent les études encore. Ok. Il y en a qui se lancent encore, qui continuent des stages, etc. Ça dépend vraiment des métiers qu'ils veulent faire et de la façon dont ils ont fait leurs contacts, etc. Mais globalement, la plupart des gens sont restés dans ce milieu-là. Après, il y en a qui peuvent bosser en radio, il y en a qui peuvent bosser en télé aussi, pas mal. Mais ce qui, moi, m'intéressait pas plus que ça. Mais voilà, c'est globalement, je pense que la plupart, alors, on faudra voir un peu quand tout le monde va sortir de leurs études, quoi. Ouais, ok. Ça peut être... Puis il y en a aussi qui bossent chez des loueurs. Ouais. Ça, c'est assez fréquent. Mais je prends dans les promos qui ont 5-6 ans, qui sont sortis à 5-6 ans, il y en a quand même une majorité. Enfin, la plupart font ce qu'ils voulaient faire. C'est trop bien, ouais. C'est ça. Okay. Ouais, donc, je trouve que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on s'imagine, je trouve. Enfin, parce qu'on imagine que c'est un milieu où il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, mais qu'il y a peu d'élus, alors qu'au final, t'arrives à tracer ton chemin. Je pense qu'il faut quand même beaucoup d'engagement. Ouais, mais c'est pas facile, je pense, à faire, mais c'est largement faisable. C'est cool, hein. Bah, moi, ça me faisait penser, je pense que aussi quand on voit le monde du cinéma, on a tendance à... on parlait des métiers qu'on voit pas forcément, mais moi, grâce à mon école, pour mon BTS, elle est assez complète parce qu'elle nous permet de rencontrer des gens. Et par exemple, j'ai pu rencontrer une fille qui, elle, travaille dans le marketing, ou plus principalement dans la communication, mais pour vendre des films aux distributeurs. Donc, je sais plus dans quelle société de distribution elle était, mais voilà, donc dans une grosse société de distribution, donc liée vraiment au cinéma. Il y a d'autres métiers qui sont pas directement sur des plateaux de tournage ou autres. Et donc elle, qui de base voulait plutôt dans la réalisation, etc., elle s'est retrouvée dans ce métier-là. En fait, elle est contente parce que, en fait, elle sait pas si vraiment réalisatrice elle aurait pu ou si elle aurait pu réussir. Mais là, elle est vraiment contente parce qu'elle reste à vraiment être tout le temps avec des films, à devoir même
des fois, elle traduit aussi des noms de films Ok. français en anglais. Donc, Mm. pareil, il y a tous ces jeux de mots et elle peut même participer à des gros salons de films où ils doivent vendre. Mm. Donc, il y a tout ce côté aussi qu'on voit pas forcément, mais qui permettent au cinéma de vivre. Mm. Donc, qui est plutôt du B2B, comme on dit, business Dans to le business. Et Bah, au lieu ça de- reste un business, le cinéma. Enfin, ça a bien sûr. Oui, une mais je veux dire, certaine- ce côté qu'on voit. Oui, bien Quand sûr. on est directement. Enfin, le cinéma, quand même, quand tu crées un cinéma, c'est pour le donner au grand public, entre Mm. guillemets. Mais là, c'est vraiment des gens qui vont vendre à d'autres entreprises pour distribuer après le film qui a Mm. été produit, quoi. C'est plein de milieux qu'on connaît pas, en fait. Enfin, Ouais. plein d'endroits du cinéma qu'on connaît pas, mais qui existent effectivement, quoi. Mm. Ok. Eh bien, peut-être qu'on peut, vous demander quand même, parce que bon, à toute échelle, bien sûr, parce que vous êtes parmi les filmeurs du Concorde, toi, Méliot, t'es professionnel, etc. Mais si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui voudraient se lancer, qui se disent, moi, j'ai une envie de faire du cinéma, de la pratique, etc. Qu'est-ce que vous diriez? Enfin, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Je crois que je vais résumer en un seul mot, c'est tester, faites. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le dit. Enfin, sur les réseaux, il y a tout le monde qui dit ça, qui dit oui, il faut toujours faire, etc. Mais je pense que c'est, ouais, faites, et puis entourez-vous bien, genre avec des bons amis qui vont vous soutenir dans vos projets et dans ce que vous faites. Enfin, je pense que si tu as des amis qui, direct, quand tu proposes quelque chose, vont te dire maintenant, ça va pas être bien. Bah ouais, t'es pas dans un bon mood pour commencer. Donc, si tu t'entoures d'amis qui disent mais ouais, vas-y, fonce, bah du coup, tu vas vouloir foncer aussi. Donc, je pense, ouais, faut bien s'entourer, il faut toujours tenter parce que, bah, si on teste jamais, on peut pas savoir. Et des fois, c'est pas avec grand chose qu'on apprend plein de trucs, en fait. Donc, voilà. Cool. Malo, tu dirais quoi? Même discours. La même chose, tout pareil. Non, mais il faut se lancer, puis il faut essayer aussi de se montrer au maximum si jamais on veut, on a l'ambition d'en faire une profession. Ouais, c'est ça. Diffuser sur les réseaux sociaux, tout ça, pour essayer de se faire voir un maximum. Ouais, c'est important. Non, mais c'est vrai, ouais. Enfin, je suis d'accord. Et puis, en fait, ouais, il faut vraiment créer le plus possible, tester des choses. Puis, ce sera le meilleur moyen de se former, voilà. Ouais. C'est de découvrir aussi ce qui nous plaît. Parce que, enfin, perso, quand j'ai commencé un peu à m'intéresser à ce milieu-là, je voulais être réal ou chef opérateur. Bon, après, j'ai découvert qu'il y avait d'autres métiers. Mais voilà, c'est trouver ce qui nous passionne là-dedans. Après, ça peut être... il y a des métiers aussi assez généralistes. Vidéaste, par exemple, on fait un peu tout. Et il y a des métiers hyper spécifiques. Voilà, Enfin, voilà, il y a tellement de choix, en fait, des métiers. Faut être curieux, quoi. C'est ça. Faut découvrir des choses. Puis quand tu vois le générique d'un film, c'est là que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de métiers. Et encore, tout n'est pas dans le générique parce que comme tu disais, il y a la distribution, il y a l'exploitation des salles et tout. Donc au sein du milieu du cinéma, en soi, il y en a pour tous les goûts si tu aimes le cinéma de base, je pense. Mais c'est vrai que je s'intéressais et puis bon là ça fait vraiment pub mais c'est pas mon but, mais rejoindre des dispositifs en vrai c'est cool qu'il y ait des dispositifs qui soient mis à disposition surtout gratuitement sur la base du volontariat. Donc quand on veut découvrir des choses, quand on veut savoir si c'est ce qu'on veut faire, je pense que rejoindre des dispositifs comme les filmeurs, ça peut aussi être une astuce pour savoir en fait où tu vas et savoir si c'est ce qui te plaît en fait, genre si c'est pour toi. Donc voilà. Bah, je suis complètement d'accord avec toi par rapport au dispositif. C'est trop bien du coup de pouvoir ouvrir ça et même ouvrir ça à des personnes qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément envie d'en faire leur métier aussi. Oui, voilà, juste découvrir. C'est voilà et même découvrir aussi tout ce qu'il y a derrière un cinéma. Je me permets, mais le Concorde, on connaît pas. On savait. Moi, je venais voir des films, mais je savais pas comment ça fonctionnait. Même si ma famille disait que elle aimait déjà comme ça. Enfin, surtout ma mère qui aime beaucoup le cinéma, elle disait qu'elle aimait bien le Concorde et du coup elle m'a dit t'es sûre de t'y plaire parce que ça se sent. Mais même tu vois pas tous les métiers derrière, tu vois pas le boulot que c'est aussi de juste mettre de voir la programmation, etc. Ou même voilà de voir comment ça fonctionne, de se dire oui c'est pas juste
ah, on va mettre ce film-là, puis après on Ouais, verra. appuie Non, il sur y a. play et- Ouais, on appuie sur play, bah non. C'est Et, parti. alors. Et du coup, bah Si ouais. seulement, c'est- mon Dieu. Oui, ouais. Ah ouais. Mais du coup, c'est ça que je trouve ça cool aussi. C'est pas de se bloquer au fait il y a que réal ou directeur de production. Non, non, il y a plein d'autres métiers qui sont liés au cinéma et qui sont trop cool. Enfin, je veux dire, vous deux, vous bossez dans un cinéma aussi, donc C'est ça. vous y êtes proches, Mm. mais sans forcément être directement dans la réalisation. Mais Mm. vous êtes quand même dans ce milieu du cinéma finalement. Et vous rencontrez, bah là, Screen Spirit, mais on rencontre aussi des acteurs, des réalisateurs, etc. Mm. Et je trouve ça trop cool, c'est d'arrêter de se bloquer à un seul métier dans le cinéma. Bah, puis se dire aussi qu'il y a plein de gens qui sont importants Ouais. autour de la création d'un film et que ça va jusqu'à nous, petites salles de cinéma, qui n'avons pas grand-chose à voir avec le film en lui-même et sa création. Mais bah, évidemment, on va pas dire le contraire. Nous, on croit au fait que bah, la salle elle a un rôle à jouer aussi dans la visibilité Vous permettez que des le œuvres. cinéma quoi. existe, en fait. Sans Donc, vous, le cinéma, ce serait pas grand-chose, quoi, Oui, sans, c'est vrai. sans les gros. Bah sans si, les- tu pourrais le diffuser un peu ailleurs, mais bon, c'est vrai Oui. que on le voit quand il y a des réals qui viennent et qui voient leur film pour la première fois sur grand écran. Enfin, c'est un peu le test ultime. C'est que Ouais. tu dis la visée ultime, c'est quand même ça, c'est le grand écran. Et quand ils arrivent et qu'ils C'est voient, la concrétisation un petit peu. ils sont tout ça, quoi. hyper. Mais les réals, même quand ils viennent, ils veulent tester avant qu'on le mette au public. Ils testent toujours en salle. Et ils font toujours monter le son, évidemment, Ouais. toujours. Bah, c'est- Il y a c'est toujours très un important. truc de. Donc, c'est le déluge dehors. Je crois que c'est l'apocalypse, les gars. Je suis pas sûr de sortir. On va Mais, rester là à parler, finalement. Exactement. Mais ouais, voilà, c'est vrai que c'est important, quoi. Ouais. Mais c'était cool de pouvoir s'en parler, c'est clair. Je sais pas du tout à quelle heure on doit rendre l'antenne. moi. J'ai aucune. J'ai aucun. Si on a commencé à 19h45, ça doit être vers 20h30. Oui, 21h, vous avez encore 20-30 minutes. Oh, bah cool. Oh. On a le temps de faire un petit jeu. Oui. On attend que ça depuis le début. Il y a un chapeau. Je sais pas si on le voit, mais il nous attend. Bah, en fait, c'est parce que on n'a pas trop parlé d'ailleurs, parce qu'on parle de comment faire des films, mais est-ce que vous êtes cinéphile? Est-ce que vous estimez, avant de faire des films, de les fabriquer, est-ce que vous estimez comme étant cinéphile? On a déjà eu cette conversation tout à l'heure. Je suis absolument. J'ai beaucoup de mal à regarder des films parce que j'avais expliqué à Maureen, mais moi, quand je regarde des films, je ressens trop les trucs. Donc, quand il y a un moment gênant, je suis juste hyper gênée. Elle se cache sous la table. Ah, mais complètement, mais c'est ça. Genre, moi, je fais l'autruche pendant les films. Je suis en Ouais. mode, ah non, mais dis pas ça, c'est gênant. Ouais, mais ça te fait ressentir des choses au moins, donc c'est cool. Bah oui, mais du coup, ça fait ressentir trop de choses. Donc, moi, Ouais, j'ai trop beaucoup de malaise. mal. Ouais. Et du coup, j'ai absolument aucune culture. Même si en vrai, j'aimerais bien. Et du coup, de moi-même, je regarde très peu de films. Ouais. Ou alors, je suis un petit peu chiante parce que quand je regarde un film, j'adore en parler, mais j'adore en parler sur le moment. Ouais, pendant Donc, le je serais film. du genre à faire beaucoup de pauses. Alors là, c'est compliqué. Tu parler pendant le film. Alors ça, ouais. Moi, j'aime bien. En fait, quand je regarde un film avec des gens, j'ai envie de leur en parler sur le moment. Ouais. C'est comme les séries où il y a des cliffhangers. Ouais. Ouais. C'est de faire des théories, c'est de dire oh ouais, il y a eu ça et ça. Qu'est-ce que tu penses de ça et tout. Et moi, j'aime trop pendant les films de penser ça, c'est de se faire des théories pendant que tu regardes le film. Ouais. Et du coup, ouais, moi, même toute seule, je mets en pause, je fais ah non mais là, mais qu'est-ce qu'il fait Moi, j'aime trop aussi ça parce que j'aime trop quand tu sais que ce que t'as prédit arrive. Alors là, tu te sens ah non mais trop scénariste quoi. Enfin vraiment, je pourrais tellement écrire des films. C'est genre tu te sauces, tu t'auto-sauces parce que t'es trop content. Pardon. Mais je te rejoins en fait. C'est juste ça que je voulais te Mais dire. genre, je sais que ma mère et moi, on parle beaucoup pendant les films et mon père et ma sœur sont du genre à ne pas parler. Ils Mais au détestent ça. cinéma aussi. Au cinéma, je me retire. Parce que cinéma, sinon t'entends. c'est dur. Chut, Ouais. c'est Ah bah oui. sûr. Ouais, mais c'est pareil. Je rigole aussi assez fort dans les films parce que du coup, je suis à fond dedans. Du coup, je réagis aussi beaucoup. Bah, des fois, je rigole même avant que les gens rigolent. Enfin, ma mère, c'est beaucoup ça. Elle rigole avant la blague parce qu'elle sait qu'il va y avoir une blague. Et du coup, les gens rigolent juste après. Donc, quand elle est la seule à avoir compris la blague, il y a des gens qui rigolent aussi après en se disant ah, t'es censé rigoler là. Ouais, mais ça doit être hyper marrant de regarder un film avec ta mère. C'est super drôle. Parce que souvent, on rigole et après, t'as tout le monde qui rigole après. Tout le monde rigole. 30 secondes d'avance. C'est ça. Ok. Mais ouais, moi, j'aime trop réagir au point que des fois, j'aime pas me. Ouais. Genre, quand je regarde un film, j'ai envie de ressentir des trucs et j'ai pas Bah envie oui. de m'empêcher de Ouais, de te brider en d'exprimer, fait. ouais, Ouais. de brider mes émotions pour ça. Ouais, c'est bon. Mais ouais.
Mais du coup, le seul problème, c'est que du coup, quand tu regardes à la maison, que t'as un moment gênant que t'as pas envie de regarder, ou tu Oui. sais qu'il va y avoir quelque chose, tu mets pause et tu Bah regardes oui, jamais ça, la fin du film. Tu te barres. Et toi, Malo, alors? Quel est l'état de ta cinéphilie? Alors, bah moi, je regarde pas mal de films. Ouais, cool. Oui. Un peu moins au cinéma en ce moment, parce que j'ai pas trop d'argent. Bah, c'est vrai que c'est un coût, en vrai. On C'est en une a pas barrière, parlé, mais franchement. ouais. Et vous êtes pas cher par rapport Ah. à... Parce que- Allez hop, la petite pub au Allez, passage, Gaumont, on y va. c'est 15 balles quand même. Hein. Bah oui, oui. Donc c'est cher, c'est très cher. Mais peut-être un peu moins pour toi, non? Ça reste 15 euros. Non, je crois que c'est 11 euros pour Je les- mens sur mon âge toujours, mes chutes, Ah. mais... Moins de 14 ans. oui, parfois je fais passer moins de 14 ans, mais... Bah, c'est bien, il faut des Salut petites le Gaumont. techniques. Si vous nous écoutez. Mais oui, sinon je regarde aussi à la télé. Ouais. Puis parfois aussi, donc j'aime bien regarder des bons films. Oui, c'est vrai. J'ai des DVD chez moi, des DVD de vieux films, je regarde aussi. J'aime bien aussi regarder des très mauvais films, et même ok. Ah, donc t'aimes regarder mon des péché bons comme mignon. des mauvais films. C'est trop bien. Ah bah oui, c'est vraiment, bah c'est bien. Oui. Vraiment, c'est varié. Est-ce que ça t'inspire des fois quand tu regardes les films, tu te fais un petit truc où tu te dis ah ça c'est pas mal comme angle de caméra, ou comme tu vois des formations de genre quelqu'un qui a envie de passer plus côté pratique. Est-ce que En tout pas cas, forcément, moi, hein, c'est- quand je regarde un bon film, j'ai pas trop dépensé comme ça. Par contre, quand je regarde un mauvais film, Ah oui. souvent je me dis ah là là, le ralenti, c'est ridicule en fait. Il y a Qu'est-ce qui se certaines passe mises en scène que je trouve complètement Mm. pas malines. Ah, il y a des trucs qui ont mal vieilli. Hein. Oui, il y a Et aussi un il y a ralenti. des films qui ont très mal Le vieilli. ralenti, c'est terrible. Hein. Ça a plus trop la cote. Hein. Ou alors Non. l'extrême ralenti, tu sais. Ouais, et encore. Mais Franchement, oui, voilà. Ouais, Limite ouais, plus je sais utilisé pas, dans ou la les comédie. scènes un peu esthétisantes, Ouais. ou tu vois, des scènes d'action, de combat, ou le ralenti, mais le ralenti très maîtrisé. Le problème, c'est qu'avant, je pense qu'on maîtrisait que moyennement. Oui. Tu sais, il y avait l'effet saccadé, qui, je pense, vient peut-être des animés, tu Image sais, par image. de la mode un peu qu'il y a dans les animés, et ils essayaient de faire ça en prise de vue réelle, mais Ouais, c'est pas top. les gars, C'est pas ça top. ne marche Arrêtez pas. tout. C'est très compliqué. Mm. Et toi, du coup, Mélio, est-ce que tu as le temps de regarder des Non, films mais je Ouais, sais que je suis c'est un ça, le très truc. mauvais élève sur. Non, mais en fait, j'aime beaucoup regarder des films. Après, c'est vrai que ça peut être. Je prends pas forcément le temps. Alors, en fait, je sais que j'ai une très mauvaise culture, du coup, en cinéma. Après, c'est vrai que pour venir à ce que tu disais, ouais, les films un peu mauvais et tout, c'est aussi hyper intéressant à regarder. Ouais. Là, on a fait. Avec une de mes potes, là, la semaine dernière, on est allé dans un magasin de DVD d'occasion. On a pris le DVD qui avait l'air le plus nul de tous. La meilleure chose à faire en Et fait. s'il y a après, écrit c'est- 0,20 centimes dessus, à mon avis, c'est gratiné. Hein. C'est vrai que je l'ai payé 1,20€, un truc comme Ah ça. là là. Et après, on s'est fait une projection le soir, c'était hyper marrant. Est-ce Bah que oui, c'était euh, trop cher du coup? C'était. Même- Bah non, parce qu'ils ont bien rigolé, du coup, au Ouais, final. là, ça ça aurait marche, été trop l'expérience, cher. c'est bien. Mais en dessous, on l'aurait pas regardé, je pense. Bah oui, c'est sûr, ouais. C'était le bon prix. Oh là là, mais ça c'est beau aussi. Et c'était quoi le film? C'était Feu, glace et dynamite. Déjà, Non, le titre, Ça il y a un donne envie. indicateur quand même. Hein. Ouais. c'est vraiment pas bon, mais c'est très très drôle. Ouais. Oh, j'adore moi, ce genre de film. J'adore les nanas. Et toi Ça, aussi, du trop coup, bien. t'as ce regard un peu technicien du cinéma quand tu regardes Je pense, un ouais, film. un peu. Ouais. Après, ça dépend si le film en soi me plaît. Globalement, je vais être dans l'histoire, Ouais. comme tout le monde, je pense. Après, j'ai peut-être ce regard un peu plus Mm. quand même, mais enfin, je sais pas, ça me sort pas du film non plus tout le temps. D'accord, ok, ouais. Mais c'est un peu comment on appelle ça, c'est la déformation professionnelle où Ah, c'est ça. ça te revient d'un coup, mais oui, tu regardes un film comme tout le monde après. Mm. Ok. Tu vois quand un plan séquence n'est pas un plan séquence. C'est Ils ont ça. triché. Là, il y a un cut. Ouais, c'est ça. Tu comptes. C'est quoi d'ailleurs cette mode du plan séquence? Pourquoi ça? C'est vrai qu'en ce moment, Enfin, en fait, pourquoi on comprend la prouesse technique, mais pourquoi autant le porter au nu, quoi, genre, je sais pas. Ah, peut-être pas, justement parce que c'est une prouesse technique et ouais, que. c'est ça. C'est Ouais. juste histoire de dire je l'ai C'est fait, joli. quoi. Ouais, T'as c'est l'impression. ça. Bon, C'est quand même Regardez, les je réels. suis douée. Regardez tout ce que je peux faire, Tous les incroyable. réels veulent le prouver. Mais Moi, oui, j'ai c'est réussi à ça. le faire. Regardez, j'ai plein de thunes pour pouvoir chorégraphier le truc. Il y en a un qui est trop stylé, c'est Michel Gondry, encore une fois, qui est un des trucs les plus connus, c'est un clip de Gondry, qui est un plan séquence et où ils ont filmé vraiment en top shot le moment où ils l'ont filmé. Mm.
Et tu vois les gens qui courent partout comme ça et qui font vraiment, qui s'activent. Je sais pas si vous l'avez vu ce truc-là, c'est hyper cool à regarder. Parce que tu te dis, mais attends, mais ça tient à rien. Si Jacqueline tombe, c'est fini, il faut tout refaire, tu vois. C'est vraiment incroyable. Enfin, je trouve ça trop stylé. Tu veux faire le jeu? Ouais, Oui, bien sûr. Ça veut faire le jeu. Alors, le jeu, tout simplement, il y a des questions mystères, enfin, des questions sur le cinéma de manière globale, et faut répondre, tout simplement. C'est ça. Souvent, on vous demande un film qui vous a fait quelque chose de particulier. Généralement, c'est ça. Mais vas-y, si tu veux commencer, t'avais l'air enjoué. Attends, je vais mettre le. J'ai pris 2 papiers. Yes. Attends. Et t'en as pris plein là. Ils sont embellés, vos papiers. Elle veut vraiment jouer au jeu. Alors. Ouah, la question elle est longue. Le parchemin. Alors, attendez. Alors, moment de lecture. Attends, mais t'es dans le mauvais sens. Oui. Mais pardon. On récupère tout au Concorde, effectivement. Il y a un doc. Il faut dire qu'il y a ça. Alors, ce n'est pas une clôture de caisse, mais tu sais. Alors, personnage de film que tu aimerais avoir comme pote. Oh, j'ai une mémoire de merde en concernant les personnages. Waouh. Ça peut être de l'animation, ça peut être... Souvent, il faut aller chercher dans les films que tu regardais plus jeune. Bah oui, c'est ça, je trouve. Dans les films d'enfance, ouais. Ça peut être... Faut que ça vienne tout seul. J'ai tendance à... Quand j'étais petite, les films que je regardais, j'aimais trop, mais en même temps, je m'engueulais contre les personnages. Parce que des fois, je trouvais qu'ils faisaient des trucs bêtes. Bah oui. Mais... non, j'ai du mal, en fait, avec cette question. Je sais pas. Si. Dans le film... j'ai oublié le nom. Le film d'animation qui est sorti, c'est... Ah non, c'est sur une fille qui... c'est une fille qui se transforme un peu en tout, en requin, en... Nimona, ouais. Ah, j'aimerais trop être pote avec Nimona. Elle m'a l'air hyper... Je connais pas du tout. Oui, je l'ai vu sur Netflix. En fait, c'était une BD et moi, j'ai connu la BD avant que le film sorte. Et quand j'ai vu que le film était sorti, j'étais trop contente. Et il est vite monté, du coup, très vite dans mes films préférés parce que j'étais trop contente de voir aussi une petite artiste pouvoir produire un film donc, sur Netflix. Et attends, c'est quoi son pouvoir? Elle peut se transformer en ce qu'elle veut, c'est ça? Ouais, en fait, elle est dans... C'est trop bien. Sympa, ouais. Bah, genre, par exemple, elle se met en requin, fait tout. Mais c'est assez comique et en même temps, il y a un moment très émotionnel et le personnage, je trouve qu'il est très bien construit. Et même si j'étais très déçue parce qu'un de mes personnages préférés a eu les cheveux courts alors qu'avant il avait les cheveux longs. Mais c'est pas grave. Trahison. Ah, mais c'est une grosse trahison. Ok. Malo, tu peux pas te tromper de côté. Ouais, ne te trompe pas. Tu vas vraiment lire. Alors de l'autre côté, de l'autre côté, je peux tout vous dire, c'est un dossier de presse un dossier pédagogique du Magicien d'Oz. Ah oui, c'est pour ça que savez je n'ai même pas lu en fait. Voilà. C'est trop long. Et je l'ai découpé. Un film préféré. La question la plus avec cette question. T'as le droit à plusieurs films. Oui. Où tu dis là, ceux-là, je peux pas les partager. Voilà. Bah, moi, j'aime beaucoup de films en fait. Ouais. Et puis j'aime bien dans beaucoup de styles aussi. Là, il n'y a pas des trucs qui te viennent en tête où tu dis peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. J'ai bien aimé Il reste encore demain, que j'ai vu au cinéma donc il n'y a pas longtemps. Quelle affiche encore Oui, quelle affiche. À l'affiche du Concorde. C'est toujours placé. Mais c'est vrai qu'apparemment il est très très bien ce film. J'ai pas vu encore, mais j'en entends que du bien. Ça, c'est la tête de la réflexion intense. Tu peux garder la question et si tu as une fulgurance, tu dis ça tu y est. lèves le doigt. Garde la question, je vous couperai tout à l'heure. Exactement, n'hésite pas. Eva, tu vas participer. Ah oui, trop bien. Alors, un acteur, une actrice préférée. C'est dur ça aussi. Ouais. Moi je vais rester assez, je pense, basique. Enfin, je sais pas si c'est basique comme choix, mais moi j'adore Virginie Efira depuis très longtemps. Et voilà, j'ai pas envie de me justifier. Je comprends tellement ce choix. Voilà, Virginie Efira. C'est un peu le charisme incarné, quoi. Oui, voilà. Il y a un petit côté où elle apparaît. Et je trouve qu'elle sait tout faire, que ce soit au niveau du drame ou de la comédie. Et je sais pas, dans les deux genres un petit peu éloignés, je la trouve parfaite, quoi. Donc. Et puis elle est très cinégénique. Oui, il y a des gens comme ça qui
dès qu'il y a une caméra, Ouais, hop là, il je sais capte pas, il y a la un truc, ouais. c'est Carrément. l'angle du visage, bam, la lumière est au bon endroit. C'est incroyable. Je les déteste. Non, je rigole. Ok. Pour Maureen. Ah, mais je l'ai déjà eu tout à l'heure. Ah mince, bah tu peux changer. C'est pas grave. Ah, ok. Un film qui t'a marqué pour toujours, je vais redire. Ok. Mais je peux changer de film, tu sais, Non, genre non, le non, truc. non. Vas-y, Mais dis. tout à l'heure, j'ai dit, enfin, pour moi, les films qui me marquent vraiment, c'est ceux où tu dis un avant et un après définitif dans ta vie, tu vois, dans ta vie de personne, etc., ton ressenti. Personne humaine. Et tout à l'heure, j'ai dit, c'est pas forcément mon film préféré, mais il m'a vraiment marqué. Je dis Apocalypse Now de Coppola, du coup, alors, méga film, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, il y a vraiment ce film-là, vraiment, c'est une expérience. Ça dure longtemps. T'as plusieurs versions, mais t'as la director's cut, machin, etc. Et c'est un film qui dure hyper longtemps et qui est hyper immersif. C'est juste un chef-d'œuvre en termes de réalisation. Tu peux tout, t'as tout en fait dedans. Et surtout, c'est un film où le mot, moi, enfin le lieu Vietnam, et la guerre du Vietnam, le fait historique aussi de la guerre du Vietnam. Si tu me dis ça, je vois des images du film pour toujours. C'est-à-dire que vraiment, je peux pas voir autrement que ça. Alors qu'il y a, ce que je dis, il y a des archives visuelles sur cette période, sur cette guerre terrible, tu vois. Mais je vois ce film parce que ça m'a trop marqué et j'ai l'impression pendant 3 heures d'avoir été dans cette guerre, quoi. De manière horrible d'ailleurs. Oui. Regardez-le, si c'est vraiment traumatisant. Mélio. Ah, Mélio. Hyper long. Un film ou un réalisateur que tu trouves surcoté ou sous-coté? Oh là là. J'aime bien cette question. Les questions McFly et Carlito. Ah oui, c'est vrai. Déjà. Alors. Surcoté. Tu peux dire les deux si tu veux avoir un équilibre de jugement. Je sais pas, après, dans les avatars, je les trouve. Les films, okay. Je suis tellement d'accord. Je suis ok aussi avec. Merci. C'est Avatar. Faut pas que tu le dises trop fort parce que Julien Pavageau, qui est pas très loin, adore Avatar. Puis ça se trouve, il y a James Cameron dans le coin. Salut James. Non mais ouais, bah surcoté, il y en a pas mal en vrai, je trouve. Après. Genre même, Nolan, par exemple, Christopher Nolan. Mais t'induis pas du tout la réponse. Et dans un autre contexte aussi, il y a toute la saga Le Seigneur des Anneaux. Genre... Oh oula, tu vas te faire des ennemis, je pense là. Je sais que surcoté. Bon, ok. Ouais. Pourquoi je sais pas, c'est vraiment un univers auquel j'ai jamais accroché. Ouais, c'est l'univers. Donc, ouais, je sais pas. Après, je sais que pas trop en parler, mais. Ouais, bah, pas n'importe qui, quoi. Genre, c'est vrai que c'est des films. Cette saga-là, les gens fans sont vraiment ultra fans. Ouais, c'est vraiment. Tout ce qui est univers comme ça, que ce soit Star Wars. C'est un peu comme Kaamelott, quoi. Non, mais c'est vrai. T'as une communauté qui est à fond, et du coup, tu te dis, oh là là, si je dis un truc mal sur Astier dans une soirée, tu sais pas où tu vas te retrouver, oh là là. Enfin, bref. On n'est jamais à l'abri des fans d'Alexandre. En plus, ils sont souvent sympas, les fans de Kaamelott. Oui, évidemment. Ok, est-ce qu'on. On est comment, les amis, sur le timing 21h19 exactement. Ok. La question, c'est est-ce qu'on refait un tour de jeu? On va faire peut-être un tour. Ouais, allez, cool. Ça vous tente? Il est sympa le jeu en vrai. Oui, moi je trouve ça drôle. Même il est encore mieux dans ce gros chapeau. Est-ce que vous m'imaginez en train d'écrire mes questions genre... J'espère qu'ils vont répondre ça. C'est ça. Alors, lui il a été teasé. Un film que tu détestes. J'ai même pas mis de micro. Oui, vas-y, mets-le. Un film que tu détestes. Waouh. J'en ai 2. Je pense que cool. Oh là là, c'est tellement rapide. 2 pour le prix d'un. Alors, en fait, ça va être un peu méchant, mais c'est vraiment. Alors, déjà, il y a le premier, c'est Your Name. Alors, pour la simple et bonne raison que j'ai pas aimé, j'ai pas accroché, j'ai rien compris. Et en fait, je trouvais que les gens étaient trop sur le côté c'est super beau, il y a des trucs d'animation. Mais je trouve que ce qui était beau, tu le retrouvais dans pas mal des films d'animation, principalement japonais. Et je trouvais que l'histoire, moi, elle m'a pas marquée. Et j'ai pas trouvé ça assez bien pour le considérer comme un superbe. Enfin, je trouve qu'il a une grosse hype que moi, j'ai pas du tout aimé. Et du coup, m'a vendu du rêve, pas grand chose. Et après, il y a un deuxième film, mais ça, c'est parce qu'il m'a un peu traumatisée. Pour rien, c'était, je crois que c'est avec Danny Boone sur, je crois que c'est
je sais plus le nom, quand les gens ont trop peur des microbes, etc. Ouais. Hypochondriaque. Voilà, c'est Alors, ça. le Ouais. film qui était hyperchondriaque, oui, voilà, qui est censé être drôle, mais en fait, moi, j'avais trop de pitié pour le personnage. Et du coup, à la fin, je spoil, mais je pense que plus personne va le regarder aujourd'hui. À la fin, il se retrouve en prison et du coup, lui, comme il est hyperchondriaque, il crie un peu de voilà. Et Ouais. moi, mais j'avais pas aimé ça, j'avais Ouais. détesté. J'étais en mode non, mais c'est horrible, le pauvre. Et ma mère à côté se moquait de lui en disant mais non, mais regarde, c'est super drôle. Mais c'est Danny Boone. Et moi, j'étais en mode mais non, mais je peux pas. Et du coup, j'ai fini par ne détester ce film parce que moi, j'avais pas du tout compris l'humour. Ouais. J'avais juste trouvé ça trop triste pour le personnage et du coup, j'ai loupé le film en fait. Ouais, ok. Mais tu l'as vu à quel âge? Je sais pas. Mais c'est sympa. Parce que c'est fou. Mais je peux comprendre que ce Mais soit un oui, traumatisme. Ça montre les différentes Déjà, C'est Danny pas Boone, traumatisant, ça m'a pas fait des gros impacts derrière, Non, t'as mais, pas fait des cauchemars mais la ça nuit, montre bien à quel point des fois dans des ressorts comiques, moi j'ai plus trop de pitié pour le personnage que. trop d'implication avec les personnages, quoi. C'est ça. Une grande sensibilité. Tac. Ah, Malo. Oui. Pourquoi? Eh ben, dis donc. Un réalisateur, une réalisatrice préférée. T'as toutes les questions oui, préférées. j'en ai marre. Question horrible. Je vais dire, j'ai pas vraiment de préféré. J'aime bien Nolan, j'aime bien James Cameron, j'aime bien. Je suis très original. Hein. J'aime bien Spielberg, tout ça. J'aime beaucoup de monde. Ouais, Voilà. C'est cool en vrai. C'est cool. Oui, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. C'est Ouais. déjà bien. T'aimes Ça fait les films à grande, de grande envergure, les beaux, non pas que les films qui ne sont pas Spielberg sont pas beaux, les films mastodontes. Voilà, c'est plutôt ça. C'est des mastodontes quand même. Ouais. James Cameron, il Ah sort bah, des trucs. Même Spielberg à chaque fois. T'as bien aimé le dernier de Spielberg? Tu l'as vu ou pas? Je sais pas si tu l'as vu. C'est un semi-biopic là, ouais, sur sa vie. Non, lui je l'ai pas vu. Non. Je te conseille, moi j'ai bien aimé. D'accord. Fablemans. Voilà, c'est ça. C'était très cool. C'est à moi de tirer le papier dans le chapeau. Je sais même pas si on a. Ah si, on a assez de papier. On aurait quand même pu faire un jingle clownesque. Oui. Alors, c'est le jeu. Le film que tu as le plus vu dans ta vie. Alors là, ça va vraiment être une réponse horrible. Je suis désolée, mais c'est le film LOL. Version française. Non, mais parce que vraiment, quand j'étais plus jeune, quand j'avais, je sais pas, 18-19 ans, enfin même un petit peu plus jeune, mais voilà, c'était vraiment la typique représentation de ce que je voulais être en tant qu'ado, de la vie d'ado, etc. Et c'est le moment, tu sais, où tu te construis un petit peu, où tu t'admires un petit peu ta future vie, quoi, indépendante et de jeune adulte. Et moi, j'étais trop fan de cette énorme. Je sais même plus si c'est un appartement, une maison, mais enfin, je sais pas comment dire. J'étais sûre que ma vie allait ressembler à ça. Après, j'ai découvert la réalité de cette vie en fait. Et je me suis dit, tout n'est pas comme dans LOL. Mais non, ouais. Puis c'est drôle parce que moi j'ai souvenir ce film et j'avais l'impression qu'ils avaient essayé de faire un teenage movie, mais vraiment dans le sens américain, mais transposé dans un décor parisien. Mais oui. Et du coup, moi, ça, j'ai trouvé il que y ça avait marche, un truc en fait. de. Oui, Ouais, du coup, tu te ça a projettes marché. un peu en Pour moi, mode ça a de- marché. Je sais pas pour les Ta autres. mère, ça serait Sophie Marceau. Ah ouais, non, oh mon dieu. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est elle ça, c'est Ouais. Sophie Marceau, ouais. Non, mais Mon c'est Dieu. vrai que j'ai dû le voir sans rigoler, j'ai dû le voir 40 fois, quoi. Vraiment sans rigoler, quoi. Voilà. Ok. Je suis fière. Tiens, je réponds à mes propres questions. C'est là où je me dis, est-ce que vraiment c'est pertinent mes questions? Mais oui, tout est pertinent. Oh là là, mais elles sont dures en fait. Ouais. Je me rendais pas compte en écrivant. Un personnage de film qui t'a beaucoup marqué. Alors tout à l'heure, Sylvain, je balance, c'était Peter Pan, son personnage de film qui l'a beaucoup sympa, marqué. ouais. C'est hyper dur. C'est dur, ouais. C'est hyper dur. Il faut réfléchir, sauf que tu réfléchis pas pendant 20 minutes comme ça, les yeux dans le vide. Alors, un personnage, je dirais, moi j'aime vraiment bien quand même Ripley dans Alien. Hein. Ah oui. J'adore ce personnage. Elle est trop bien, elle est ultra badass. Elle a trop la classe. Elle survit à chaque fois. C'est pas du spoil, regardez Alien. Mais j'adore ce personnage. J'adore. Vraiment. Je trouve qu'elle participe
à l'ambiance du film. Et l'autre personnage, ce serait la reine dans Alien, du coup, l'antagoniste, qui est quand même méga stylé aussi. Donc voilà, j'adore. Et enfin, Ouais, j'avais pas trop le choix. Un film qui t'a beaucoup ému. Alors, pareil, il y en a pas mal. Déjà dans l'enfance, Bambi. Hein. Ah bah ça, le traumatisme. Dans un moment en particulier. Ça, c'est pareil, tu vois, Bambi, le coup le fusil de chasse. Ah ouais, le fait que ce soit hors champ. qui repasse dans ta Ouais. tête. Ouais. C'est horrible. Non, je sais pas. Après, en plus récent, il y en a, mais là, comme ça, tu vois. Ça ne te vient pas. Bambi, quoi. Ouais. Mais en vrai, c'est Bambi est venu en premier. Mais tu sais, moi, je sais pas toi, mais moi, je l'ai jamais revu, adulte. Ah ouais. Ouais, j'ai jamais revu non plus. Mais par contre, c'est un chef-d'œuvre. Apparemment, ça reste quand même un film. Ouais. En plus, je voyais chez mes grands-parents, c'était en pleine campagne, il y avait les chasseurs autour. Oh là là. C'est ça qui est horrible. À chaque coup de immersif. faute, Bambi qui... Très traumatique. C'est pour ça qu'il m'a ému, je pense. Ouais. Mais même au-delà de ça, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Il est trop Bambi. beau. Ouais. En termes d'animation 2D, c'est quand même pas mal, quoi. Les Disney classiques, quand même, c'est quelque chose. Hein. Ouais, En termes clairement. d'anime, J'avais vraiment... revu Cendrillon il y a pas longtemps, et vraiment au niveau des décors, enfin Cendrillon, c'est incroyable. Et j'avais oublié parce que quand t'es petit, tu calcules pas forcément. Même les doublages des souris dans Cendrillon, truc de fou, quoi. Ils Ouais. ont des voix. Ah bah, je sais pas d'où ils mignon. sortent ça, quoi. C'est incroyable. C'est trop stylé. Carrément. Voilà. C'est beau de conclure tout ça sur du Disney. Eh bien, on a fait notre deuxième tour de jeu. C'est ça. Oula. Il nous est... Alors, est-ce qu'on doit rendre l'antenne quelque part? C'est l'heure où je pousse Mélio pour être dans le cadre. On est comme ça, tu vois. Je pousse Mélio pour être dans le cadre et pour dire. Là, t'es dans le cadre. Hein. Je suis Même dans le sans cadre. le pousser, t'es C'est vrai dedans. Ouais, ça y est. Ouais. Oui, c'est bon. Est-ce que vous me voyez en régie? Ok. Ouais, regarde. Je te vois très très bien. Et je mets le chapeau du chef. Voilà, exactement, le chapeau de la sorcière. Ouais. Un grand merci à tous les 5 pour cette superbe table ronde sur les filmeurs. C'est une fin de journée. Ouais. Twitch à Nantes. Moi, je pense que ça mérite des applaudissements. Vous ne les voyez pas, en fait, on a du public. Il y a du public. Alors, en fait, il y a du public. On a toute l'équipe du ciné-club de Monsieur Bobine qui est toujours là, au bar, en train de manger un morceau et de boire. Non, il n'y a plus de bière. Il n'y a plus de bière, les gars. Non, c'est fini. Bon, bah, tant pis. Voilà. Un grand merci à vous deux aussi, au ciné-club de Monsieur Bobine. Retrouvez-les sur YouTube. Voilà, suivez-les sur tous les médias, les réseaux sociaux. C'est une fin de journée à Nantes pour Twitch, mais demain est un nouveau jour et retrouvez-nous en présentiel ou en live sur Twitch à Leil et Rose pour des jeux. Il y a des super jeux là-bas demain. Il y a Super Mario aussi à Morlaix pour la clôture avec en préambule l'animation James Dean. Alias, là on est sur du jeu de société, donc c'est pareil. Demain c'est une journée, dimanche ça va être une journée jeu à fond la caisse. Et retrouvez-nous aussi pour la cérémonie de clôture avec à Morlaix ou à Nantes la projection des 4 âmes du Coyote. Voilà, un très beau film d'animation qui sort le 15 mai sur les meilleurs écrans en France, donc soit à Morlaix et au Concorde à Nantes par exemple. Tout simplement. On vous souhaite une belle soirée et on vous dit à très bientôt sur Screen Spirit, c'est-à-dire à très bientôt demain dès 14h. Et bien sûr, et on remercie toute l'équipe de Cinestream, Lucie Lancement, la coordinatrice, et tous nos financeurs, Europass Cinéma, le groupe Audience et le Centre national du cinéma. Merci à vous, Merci belle soirée. beaucoup.